Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. On s'est amusé pas mal, mon ami Jerry, avec la gang du Prime pour jaser d'une tonne de sujets, un genre de boîte gigantesque. Ben, pas sur une boîte, mais plus une poubelle gigantesque à Jeff. Toi, c'est la boîte. Poubelle. C'est toi la boîte un peu plus tard. Moi, j'ai une petite boîte. Ouais, boîte. Une petite boîte. Une petite boîte. Beaucoup de sujets viennent nous péter d'en face aujourd'hui. D'abord, je veux juste saluer Nathalie Le Grabli qui est en feu depuis quelques semaines. Nathalie Le Grabli qui... j'ai toujours adoré Nathalie Le Grabli. J'ai toujours adoré Nathalie Le Grabli depuis des années. Et elle répond à la Doyon, celle qui joue à la victime, qui aime mettre le feu et traiter les gens de tous les noms. Elle les traite... elle ridiculise le terme liberté en le modifiant comme quelques imbéciles de TVA et du Journal de Montréal l'ont fait pendant la COVID. On n'a pas besoin de les nommer, vous les connaissez. Ces gens-là qui essaient de virer leur capot de bord tranquillement sans qu'on s'en rende compte, alors que, encore une fois, ils nous prennent pour des idiots. Mais Marie-Ève Doyon s'est encore une fois comportée... c'est quelqu'un qui court après le trouble, dans le sens que c'est quelqu'un pour des clics et que les boss signent son petit contrat hebdomadaire de chronique à 250 pièces. Elle est prête à avoir beaucoup de merde parce qu'elle attaque, elle est très agressive envers les gens qui ne pensent pas comme elle. Et elle les traite de tous les noms. Et après ça, elle se fait rendre la monnaie de sa pièce. J'avoue qu'il y en a qui y vont un peu, de manière un peu violente. Mais quand on sème le vent, on récolte la tempête. Vous le savez, c'est un vieil adage qui fonctionne encore aujourd'hui. Et puis les gens sont juste écœurés de se faire traiter de tout et non. Et à chaque fois qu'ils défendent un droit fondamental comme la liberté, parce que c'est l'histoire des îles de Madeleine, eh bien, ces gens-là, automatiquement, ils se font ridiculiser parce qu'ils veulent défendre leurs droits, leur liberté, le droit de choisir, le droit de s'exprimer, etc., etc., etc. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais les gens de gauche détestent que le monde ait le droit d'être libre. Je ne sais pas c'est quoi leur problème, mais ils détestent de voir que vous avez à cœur la liberté, qui est une des valeurs fondamentales universelles, que beaucoup de gens, il y a des gens qui font des sacrifices énormes, quittent leur pays, quittent leur famille, quittent leurs amis pour aller s'installer dans un autre pays où ce que justement la liberté prime. Ces gens-là sont prêts à faire des sacrifices terribles. Et nous, on l'a. Et les innocents de Québécois et de Québécoises qui s'expriment dans nos médias la méprisent. C'est quand même incroyable. Eh bien, Nathalie Grabli répond à sa collègue Doyon dans le journal d'aujourd'hui. Je tiens à la saluer parce que, encore une fois, c'est un coup de circuit extraordinaire de Nathalie El Grabli qui dénonce. Je vais juste vous donner les premières lignes de son texte. En revanche, que des citoyens emploient les voies légales pour défendre la liberté devrait susciter respect et admiration. Mais au lieu de cela, les Madeleinots ont fait l'objet de dénigrement. On sait qui l'a fait. Oui. C'est la Doyon qui, après ça, met des petites photos de gens qui donnent de la marde un peu, alors qu'elle les a traités de tout et non avant. Hey, regardez comment ils sont pas fins avec moi. Eh bien, come on. Tu t'amuses avec un gun. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui vont te répondre. Là. Il y en a des vidéos sur le web de bouffons qui s'amusent avec des guns. Ouais, ça a mal fini. Tu sais, des fois, à un moment donné, le gars se tire d'un pied. Ou le exact. Gars, donc, c'est ça que ça finit. Ça finit par du monde... Tu t'amuses avec un gun. Là. Ça finit avec du monde qui en ont plein le cul puis commence à en avoir assez de se faire écœurer par ces journalistes-là, les journalistes subventionnés. Et ça vire mal. On n'est pas en train de dire que c'est le moyen à prendre. Mais de savoir que ça arrive, après ça, tu ne peux pas prendre un screenshot des commentaires que tu reçois et à passer pour la victime. T'écœures tout le monde. Quand on écœure le monde, c'est drôle, hein? Moi, je suis pas dans la bonne gang. Mais à part quelques sautés à Montréal de l'UQAM, là, comme le prof de l'UQAM,
Lobby Montréal puis sa gang de... ces 40 Mongols qui sont avec. Sérieusement, j'ai la grosse paix. Alors que je suis complètement à contresens de tout ce qui s'écrit et tout ce qui se dit dans les médias traditionnels. À comparer à ces gens-là, regardez le nombre de commentaires, à part la gang du prof de l'UQAM, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Mais ces gens-là se font démolir à chaque fois qu'ils font un tweet. Ça n'allume pas une petite lumière chez vous? Il n'y a pas quelque chose qui allume? Que vous êtes peut-être un peu beaucoup dans le champ? Puis d'écœurer le monde et d'écœurer vos lecteurs que c'est pas une bonne idée? Donc, je continue ce que Nathalie El-Grabli écrit, mais au lieu de cela, les Madelinos ont fait l'objet de dénigrement. On leur reproche d'avoir bu le Kool-Aid des complotistes, d'être dans un délire conspirationniste et de s'accrocher à leur sacro-sainte liberté. Pareille attitude, nous dit Nathalie El-Grabli, est méprisable. Yes. 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 J'adore Nathalie El-Grabli. Et je suis certain, j'ai vu le nombre. Nathalie El-Grabli, depuis 3 semaines, un mois, elle fait pas beaucoup de tweets. Mais contrairement à ses collègues des médias qui ont 5 likes, 45 000 commentaires pour les blaster, elle se ramasse avec des 1000 likes. C'est ça. Et que de bons commentaires sous ses tweets. Qui est dans le good side? Qui est dans la bonne... qui voit la chose de la bonne manière? D'après moi, c'est pas mal Nathalie El-Grabli, là. Il y a une belle phrase. Elle dit « La liberté est fondamentale à l'être humain car elle assure la dignité et l'épanouissement de l'individu. » C'est ça qu'ils détestent. Voilà. Les collectifs, c'est ce qu'ils détestent. Oui, parce que... Liberté égale individu. Voilà. C'est-à-dire que l'autre pensée, c'est de se fondre dans la masse. Exact. C'est ça qu'ils détestent. C'est pour ça qu'ils vous traitent de complotistes puis de conspirationnistes. C'est ça. Et de tous les mots inimaginables. D'abord, c'est des faibles. Tu sais, quand tu utilises depuis 2 ans à peu près les 2-3 mêmes mots pour essayer de justifier tes folies, on voit bien que c'est une gang de caves qui n'ont pas grand-chose à rajouter. Ça tourne en rond, leur affaire. Justement, ça m'amène à l'autre point. Les réseaux sociaux, c'est comme les pissenlits pour les abeilles. C'est une forme de glucides de marde. C'est une forme de bouffe transformée cancérigène. C'est une forme de fast-food qui peut être dangereux. C'est une forme de tabac et d'addiction qui peuvent faire beaucoup de dommages. Je pense que ça, on est tous d'accord. On a juste à regarder le comportement des gens quelque part avec leur téléphone. Et il y a un côté très addictif à la patente. Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde est au courant de ça partout sur la boule, que les réseaux sociaux, il y a des bons aspects. Il y a des aspects de sécurité, il y a des aspects de pouvoir se rejoindre rapidement. Je le vois en ce moment. On est en train d'organiser les 40 ans de notre secondaire 5 à Charles-Gravel, la polyvalente où j'ai été. Et sans les réseaux sociaux, 40 ans plus tard, si on n'a pas Messenger et qu'on n'a pas un groupe immense, on n'est pas capable d'être en train de jaser de même. Là. Donc, il y a des côtés bénéfiques aux réseaux sociaux. Mais je suis le premier à reconnaître qu'il y a des... Puis, on peut rajouter à ça, pour les jeunes, tout le fait que les gens pensent que ce qui est montré sur les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Puis que les autres, ils se trouvent moins beaux, ils regardent la fille, puis ils se disent « Comment ça que je suis pas belle de même? » Puis alors que quand tu rencontres la fille, la différence entre ses photos Instagram et elle, c'est écœurant. Elle est bourrée de boutons, elle est blême. C'est pas la même fille. Pourtant, sur ses photos Instagram, elle est bronzée, elle n'a pas un bouton, elle a des grosses boules, il n'y a rien qui tombe, tout se tient. Mais dans la vraie vie, elle a des gants de boxe qui veulent sacrer le camp à terre. Elle est bourrée de boutons, puis elle blême comme une poule. Mais ça, j'avoue, je vais embarquer là-dedans. Là. Mais le sondage de ce matin, là,
que le gouvernement, tous les gouvernements, tous les politiciens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, après un certain temps, ils se pensent pour Dieu, OK? Ils commencent à croire qu'ils sont le bon Dieu. Que ce soit des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Il y a des gens qui me disent, est-ce que tu veux parler? DeSantis le fait. DeSantis, là-dessus, is all wrong, OK? Et c'est pas parce que j'aime DeSantis que DeSantis est à 100% correct à tous les fois. Non. DeSantis, comme les autres, ils ont toujours, on l'a parlé avec Yann Sénéchal cette semaine, ils ont toujours tendance à vouloir nous enlever dans un paquet de règles où eux autres décident qu'est-ce qui est bon et mauvais pour le monde. Donc, ce qu'on apprend ce matin dans un sondage de Somme, OK, que je pense que la presse a commandé, c'est que 70% des Québécois, et les groupes d'âge m'interpellent beaucoup parce que même les 18-24 ans ne sont pas trop loin de ce chiffre-là. Là. Donc, même ceux qui ont été dans les réseaux sociaux, dans leur jeunesse, il n'y a vraiment pas longtemps, là. Les autres, ils l'ont vécu. La première génération qui ont vécu de quoi on parle, bien, ces gens-là sont également pour ce que je vais vous parler, là. L'histoire, c'est que le sondage demande si le gouvernement devrait interdire les réseaux sociaux pour les jeunes de 16 ans et moins. Et 70% des gens disent oui. Le projet de Floride, la loi de DeSantis, c'est 14 ans. Pour moi, ça ne change rien. Je vais vous dire pourquoi ça ne change rien. Jerry connaît les pirates, vous connaissez ce que je pense des réseaux sociaux. Je ne pense pas que ça a amélioré notre société. OK? Je ne pense pas du tout que ça a amélioré notre société. Mais c'est là. OK? Puis on ne peut pas retourner en arrière. Oubliez ça. On ne serait pas capable de retourner en arrière. Parce qu'il y a un côté productif, il y a un côté... Tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas juste Facebook, là. Les réseaux sociaux, c'est des outils de travail entre équipes, etc., comme Slack et autres, des outils qui sont... Enlevez-les des compagnies aujourd'hui, et les compagnies sont quasiment plus capables de travailler, là. Je ne parle pas des gouvernements. Le gouvernement travaille avec des logiciels de 1970. Mais je parle des compagnies qui sont des compagnies normales. S'ils n'ont pas Slack ou un autre outil semblable, ils sont complètement incapables de travailler. C'est une forme de réseau social. Oui, c'est un réseau social de productivité, mais c'est une forme de réseau social. Donc, il y a du bon, mais tout le monde voit le mauvais de ça. Surtout chez les jeunes, le côté addictif. Est-ce qu'on empêche les jeunes d'aller manger des croquettes de poulet à 6 ans chez McDo? Non. Qui décide combien de fois un jeune va aller chez McDo? Ses parents peuvent l'amener chez McDo manger des croquettes tous les jours. OK, mais la majorité des parents font quoi? Ils les amènent chez McDo pour une occasion. Ils les motivent après. Si tu joues un bon match de soccer, on va aller manger un petit... C'est une sortie de fun avec un cornet de crème glacée. Là. Voilà. Le monde normal, ben aujourd'hui, même si on voulait, on est même le monde pas normal, on ne peut pas capable d'y aller, c'est trop cher. Mais le monde normal ne font pas manger leur enfant chez McDo à tous les jours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les parents gèrent pas mal l'histoire du McDo. Si dans votre maison, il y a un garçon de 14 ans que vous voyez qui se crosse à tous les soirs en train de regarder son ordinateur et qu'il commence à être addicted au sexe sur le web, bien, il y a un parent qui va intervenir. Il va intervenir direct avec son jeune, il va peut-être aller chercher de l'aide. Et il n'ira pas voir le gouvernement en disant « Vous devez interdire les sites de cul, mon gars se crosse 4 fois par jour dans le sous-sol, puis je le pogne 2 fois, puis ça m'écoeure, puis en plus, je suis rendu que ça me coûte à peu près 200$ de Kleenex par mois dans le budget. » Mais c'est la même chose pour n'importe quoi. Expliquez-moi. Et ça inclut DeSantis, parce que les Floridiens n'ont pas été consultés sur la demande de DeSantis. Moi, c'est pas qu'un gouvernement veuille le faire. C'est tout à fait normal. Un gouvernement, ils ne savent pas trop quoi faire de leur journée. La seule affaire qu'ils veulent vous donner plus, c'est une règle supplémentaire. Ils sont bandés là-dessus. Ils sont là que pour inventer de la bureaucratie. Ils sont là pour justifier le fait qu'ils emploient des centaines de milliers de personnes qui tournent en rond. Ils sont là pour justifier qu'ils sont 125 à ne pas trop savoir quoi faire. Donc, ils inventent des règles. Ils inventent tellement de règles que quand on lui dit, la CPTAQ, elle pourrait donner un break à Mario Pelcha.
moi, là, tu demandes au ministre, puis tu demandes au haut ministre, puis à l'assistant ici, puis aux hauts fonctionnaires. Ils peuvent rien faire. Pouvez-vous arranger ça pour Mario, qu'il puisse faire ses shows? Oui, puis c'est l'été arrive. Là. Il dit, on ne sait pas comment faire. Non, la machine est complètement déréglée. Complètement déréglée. Non. Et les Québécois veulent plus de ça encore. Ils veulent plus de machines. Chris, allez-vous comprendre? Moi, ça ne m'a pas fait rien que... Ça m'a pas fait rien. Ça m'a pas fait... Je dis, ben oui, voilà. Les politicos, la CAQ, qui veulent nous mettre des règles de plus puis qui veulent enlever le rôle des parents. Vous voyez comment les parents sont devenus avec les histoires de CPE et toutes les patentes qu'on a faites? Ils sont devenus de mauvais parents avec le temps. OK? Regardez les jeunes qu'on a. Les jeunes qu'on a ne sont pas pires que nous autres ou les jeunes qu'on avait avant. C'est juste qu'ils sont élevés par des parents qui ne font plus le job. Et pourquoi ils ne font plus le job, les parents? Parce qu'on les a déresponsabilisés complètement. Le gouvernement s'occupe de tout pour eux. Et plus ils ont ça, et plus ils en veulent. Ah oui. Je veux pas gérer ça chez nous, moi, cette affaire-là. Je veux pas être en guerre avec mon gars. Mon gars, c'est mon chum. On fume du pot ensemble. Oui. Je veux pas m'occuper de l'histoire des réseaux sociaux avec mes enfants. Je veux pas m'occuper de ça. Là, je vais pouvoir dire, ben, t'as pas le droit. Le gouvernement veut pas. Sérieusement, les Québécois, le monde, 70% veulent que le gouvernement s'occupe de gérer pour les parents les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est de la marde, c'est du junk. Mais il y a un côté sécure aux réseaux sociaux, OK? Vous avez une étudiante de 13 ans qui est dans une polyvalente de 3000 étudiants. Vous avez besoin de temps en temps d'avoir un spot check avec elle. Tout est beau, tout est correct. As-tu besoin que je te chercher à 3h30? Ton activité de sport est arrangée? L'autobus est-tu à bonne heure pour après? As-tu besoin d'un lift? Il annonce une tempête. Tu veux t'en aller chez ton chum, mais il n'y a pas d'autobus de ville pour y aller. As-tu besoin d'un lift? Il y a un côté sécure à avoir un messenger. Là, le gouvernement va vous empêcher et va vous enlever le droit de gérer cette patente-là. Tout ce qui arrive aux Québécois, je vous le dis, là, tout ce qui arrive aux Québécois comme misère, tout s'écroule partout, toute la patente, l'affaire qu'on est embarré des maisons le plus que personne n'a jamais été partout sa boule pendant la COVID. Tout ce qui nous arrive, les grands responsables de ça, c'est pas Québécois, c'est pas la CAQ, c'est pas GND. C'est nous. Le jour où on va réaliser ça, c'est là qu'on va partir comme du monde. Chris, on voit que plus rien marche. Parce que tu veux pas cette pesanteur-là. Tu veux la laisser au gouvernement. Tu veux pas... En réalité, tu veux pas être libre. Non. C'est ça, la réalité. Parce qu'à la liberté, il y a un poids à la liberté. Elle l'a dit, la fille. Moi, j'aime que le gouvernement me dise quoi faire. Elle dit, ça m'enlève la pression, puis ça me rassure. Ben, si j'étais capable d'aller chercher mon grand-père Ludger Filion, c'est mon grand-père. Ludge. Si j'étais capable d'aller chercher mon grand-père, mon top pêcheur avec son chalet, c'est Mont-Valin. J'allais chercher Roland Michaud, mon autre grand-père, qui était pas trop Michaud quand c'est tué, il était pas mal chaud. C'était pas mal Roland chaud. Il a traversé la rue dans le brouillard, il va pas checker le char qui s'en venait, ça fait bang, 52 ans. Mais mon grand-père, homme d'affaires à succès, un vrai de vrai. L'autre aussi, l'autre bûcheron. Bûcheron a amené tous ses gars bûchers, dont mon oncle Raymond, le père de Karim El Ayoubi, qui était avec nous la semaine passée. Avec Boulot, le cheval. Oui, le Boulot, oui. Si Ludger et Roland, on pouvait aller les chercher dans le tombe, au cimetière Les Deux Sainte-Anne de Chicoutimi-Nord, à côté du genre de IGA qu'il y a là, m'a dire de quoi il nous brasserait le cul en jouant le vert. Il nous dirait, mais Chris, vous êtes devenu quel genre de peuple de molasse que vous êtes?
Ouais. Imaginez-vous si cette génération-là était de même. On n'aurait rien. Gang de faibles. C'est nous autres qui demandent ça. C'est nous autres. Oui, je sais que les médias, c'est de la merde. Oui, je sais que la CAQ, c'est de la merde. Mais tout ce qui arrive, c'est pas de leur faute. C'est notre fucking faute. C'est notre faute à nous autres. Faut se rentrer ça dans la tête. Le gouvernement crisse le bordel partout. Chaque fois qu'il y a un problème quelque part, celui qui allume le feu, donc le pyromane, vous appelez le pyromane pour éteindre le feu. Comment ça qu'on est rendu dépendant de même comme les Haïtiens? J'attends l'aide du gouvernement. Comment ça qu'on est devenu de même? Savez-vous quoi? C'est toute l'histoire de la langue et des patentes. La vérité, c'est que je nous regarde aller depuis 25-30 ans. Puis on mérite de disparaître. C'est plate à dire. Ça fait peut-être mal. C'est peut-être très chiant de dire ça. Mais on est devenus des bouffons. On est devenus des faibles. On est incapable de prendre aucune responsabilité de manière individuelle. On est incapable de prendre nos responsabilités en tant qu'individu. On est complètement dépendant de ces abrutis qui nous mènent et de cette gang de mollassons qui sont engagés pour nous donner des services tout croche. Et malgré qu'à tous les jours, on sait que c'est une catastrophe à chaque fois qu'on leur donne un mandat, on est prêt à leur en donner un autre pour être certain qu'on n'a pas une job ses bras. C'est pas 52 %, là. 70 % des Québécois veulent ça. C'est à vomir. Si un gouvernement arrive au pouvoir puis décide, autrement dit, par plusieurs politiques, de redonner dans les mains de la liberté au monde, d'enlever des règlements. Ils vont la refuser. Le monde va être en crise. Le monde va refuser. La boîte. Le vendredi, je dois avoir une boîte à pizza avec Jerry après. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Une petite boîte à pizza. À pizza. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte à pizza parce que c'est vendredi, Jerry. Oui, c'est vendredi. C'est le fun, vendredi. Je vais revenir sur ce que Gilles Parent a dit hier. Yes. Qu'est-ce qu'il a dit, Gilles? Non, parce qu'il dit beaucoup de choses. Oui, Gilles, il dit beaucoup de choses. Non, il nous a parlé, parce que Gilles est tombé en amour avec l'espèce de docu-réalité, je ne sais pas comment dire ça. Là. Oui. L'agence. Oui, ça, c'était les gens sur le Prime hier. Donc, les gens du live ne l'avaient pas entendu. Mais sur le Prime, Gilles nous a parlé de cette série européenne, qui est un peu le pendant européen des séries américaines sur l'immobilier de luxe sur Netflix, en français. Exactement ça. Donc, aux États-Unis, on a le plus des espèces d'agences avec des popounes puis le monde qui chicane. Là, en France, c'est un autre style. C'est une famille. Puis les garçons sont là-dedans, puis la mère, puis la grand-mère, parce que c'est vraiment bon. Moi, je suis un maniaque de l'agence. La fin, c'est que Gilles, il a dit hier, c'est pas pour... c'est juste pour rectifier. Gilles, il dit, c'est la dernière saison qui vient de sortir. Mais la dernière saison, c'est pas la 5, c'est la 4 qui est sortie il y a quelques mois. La 5, elle prépare. Okay. C'est pour ça qu'hier, j'ai été énervé parce que... Tu pensais que tu allais avoir une nouvelle saison Je pensais que c'était la nouvelle saison qui sortait là. Quand c'est du on-demand, des fois, on vient comme un peu mélanger. Mais c'est tout à fait normal. Mais c'est la beauté. Tu peux aimer quelque chose 2 ans, 2, 3 ans, 4 ans. Quelqu'un a écouté quelque chose il y a 3 ans, puis toi, tu le découvres là. Exact. Il y a tellement de stock, on ne peut pas tout écouter. Puis 2, bien souvent, tu vas être en décalage avec quelqu'un d'autre ou tu vas être en avance sur quelqu'un d'autre. Puis, by the way, on ne peut pas tout écouter. Non. Bon, donc, on s'entend dessus. Là. Sauf que j'étais tellement... Quand Gilles a parlé de ça hier, là, je me suis dit... Non, hier après-midi, je suis allé voir sur le web. Là, moi, je dis, je vais binger ça en fin de semaine, ça, c'est sûr. Moi, je suis un maniaque. Là.
Là, je me suis aperçu, OK, c'est la saison 4 qui est sortie dans le temps des fêtes. Donc, la saison 5, ils sont en train de la tourner présentement. Donc, c'est ça que je voulais te raconter. Hey, petite histoire de... Est-ce que je peux te parler de mes Smash Burgers? Arrête. Parce que je suis allé manger le Smash Burger la semaine passée au Normandin. Oui. Il était écœurant. Et là, j'ai dit à ma blonde, excuse-moi, j'ai dit, des burgers, je peux manger ça autrement qu'en Smash Burger. Et j'ai commandé la fameuse plaque à 42$ de Amazon. Il y en a plein de plaques, mais celle de Amazon qui est vendue par Amazon. Parce que tout le monde pense que tout ce qui se vend sur Amazon, c'est Amazon. Mais non, il y a des milliers, je sais pas, des millions de vendeurs. Oui. Mais Amazon a une plaque à 42$. Je l'ai fait venir. Puis Rudy l'a fait venir aussi, le chum Rudy, Canadian Club. C'est bien bon, ça, des Canadian Club en passant. C'est bon? C'est boire, tu te rends pas compte de rien, là. Canadian Club Ginger Ale, la Hein? grande canette. Hey. Elle est pas cher, je pense qu'elle est à 2. Regarde, là, je m'avance, je pense que c'est 2,80. Ah non, c'est Ah, c'est pas cher. Là. glace. Non, glace, un petit citron. Oh, wow. C'est summertime. Ouais, c'est Non, c'est bon, vrai, c'est extraordinaire. Et puis moi, je suis zéro ces affaires-là, là. Mais ça, c'est bon pas à peu près. Alors, ils l'ont l'affaire. Yes. Non, ils Ben, l'ont, Guillaume, qui est avec nous autres, qui nous portait du stock d'érable. Malade. Es-tu fin, ce Guillaume? Guillaume est extraordinaire. Il est à Wabush, en direction de Wabush. Il est avec nous autres il y a quelques minutes, donc il est parti prendre l'avion. Guillaume est super gentil. Puis Guillaume est pris un petit Canadian Club de bonne heure. Il n'est pas à la même heure que nous autres. Non, lui, Donc, il y a une heure différente, Guillaume, je pense. C'est bon. Mais là, hier, on a fait le déjeuner en fin de semaine sur la plaque. Il y en a qui achètent le gros kit, là, ils achètent le barbecue, plaque de même. Là, ils appellent ça c'est un griller, un gritter, je ne sais pas trop quoi le nom. Parce que tu as le fameux barbecue, c'est une plaque au complet. Oui. Puis tu as l'autre, je pense, que tu as moitié plaque, moitié grill. Oui. Donc, tu as plusieurs possibilités. Bon. Mais moi, je ne voulais pas en avoir deux, tu comprends? Je vais prendre mon je barbecue comprends. normal et mettre la plaque dessus. Exactement. Et ça fait un job, 42$. ça veut Alors. dire. Et hier, tu sais, tu mets tes boulettes en boule, tu mets une boule, tu mets tes oignons dessus, puis là, ben, tu sacs. La plaque vient chaude, mais chaude. C'est une grosse plaque de fonte, là. Et là, tu prends ton affaire pour écraser, qui doit peser quoi? 10 livres à peu près? En acier, en fonte. Et là, t'es écrases. T'embarques quasiment dessus avec tes pieds. OK? C'est ça. Ça prend 1 minute et quart à cuire de chaque bord. Il y a la croûte dessus, les oignons rentrent dedans, le jus. Oh! C'est bon. Là, tu as mis 2 boulettes ou 3? 2 boulettes. OK. 2 boulettes par burger. OK. Tu peux pas mettre 3. Mais hier, ma blonde, elle écoute pas. Hein? Non, ma blonde n'écoute pas. Alors, elle t'écoute pas, tu veux dire. Elle écoute. Moi, OK, elle m'écoute pas. OK, c'est ça. J'ai dit, chérie, Elle écoute, mais pas toi. Non, mais c'est parce qu'elle a des affaires dans sa tête. Là, puis moi, j'ai mes bebelles. Je dis, chérie, pour le Smash Burger, t'es pas obligé d'acheter des beaux pains à prix de fou avec soit des sésames dessus ou de la poudre. Achète le pain cheap de casse-croûte à burger. Ça dépend à quelle journée tu le manges. Pourquoi? Je sais pas. Parce que Non. vous avez toujours une affaire de Non. Je pense que le Smash Burger, Jerry, tu me le dis. Mais toi, tu parles du pain, le pain en 12 marque maison. Là. Genre, Je le comprends. pain traditionnel à burger. Oui. Tu sais, on ajoute toujours des beaux pains à huile d'olive, C'est ça. italiens, etc. C'est des très bons pains, là. C'est des meilleurs pains, on s'entend. Mais pour le Smash Burger, ça prend le pain de casse-croûte. Ouais, je suis plutôt Faut d'accord. se sentir à l'Expo Québec. Oui, Ouais, il y a Normandin, du côté Expo Québec. c'est ce qu'ils prennent. Oui, vrai. c'est ça, le côté Expo. Puis c'est ça que ça sent. Ça sent Expo Québec. Ben oui. Exact. Ben oui. Parce qu'après ça, qu'il y a une plaque, c'est ça qui est capoté. Tu peux faire revenir de l'oignon. Tu sais qu'à l'Expo, là, tu sais, le tas d'oignons qui niaise depuis 3 heures. Il n'est pas là pour rien. Là. Mais Christophe, Il est là pour te donner la faim quand tu passes. quand tu passes à côté, t'as même pas faim, puis tu sens ça, puis t'as faim. Chaque fois qu'on parle d'oignon, je pense à Yves Landry. Ah oui? Yves Landry ne peut pas goûter. Ben, OK, il est il pas au déteste courant. l'oignon. C'est une maladie mentale, je pense. OK. Parce qu'on y a glissé. Tu sais, Yves est souvent venu manger chez nous. Il est venu en Floride. On y a glissé de l'oignon dans bien les affaires, puis il aimait ça. Là. Il était juste pas au courant. Ah. Mais à chaque fois que je pense à ça, je me dis, avec l'odeur que ça fait, le goût que ça donne, comment Yves peut pas aimer les oignons? Je sais que jeune, on n'aimait pas les oignons, personne, là, mais ça change toute la patente. Un peu comme quand tu fais revenir de l'ail dans Ah oui. l'huile ou dans le beurre.
Ben, oignon et ail. Oignons et ail, tu sais, les échalotes françaises. Non. Oui. Wow! Ben, c'est la base de plusieurs assiettes. Là, de Ben oui. plusieurs, tu sais. Tu pars avec l'oignon, tu pars avec l'huile, le beurre, tu pars avec ça. Là. Oui. L'ail. Même une simple omelette. Ah ouais. Mhm. Quand tu pars avec ça, tout le reste va suivre. Là. En tout cas, juste te dire, si jamais tu es en réflexion pour les deux, si vous êtes en réflexion pour. Tu sais, vous ne voulez pas vous acheter un kit à 329 Non, je veux à pas. mettre à côté du barbecue. J'ai déjà le barbecue. Mais moi, mon barbecue, l'affaire, c'est qu'il me reste. Il reste 1 an de vie. Ouais. Ok, je pensais Donc- que tu l'avais changé. Non, il me reste. Je vais le toffer. Puis l'an prochain, tu l'an vas- prochain, je vais m'en acheter un à mon goût, là, mais pas dépenser trop non plus. ça donne rien. On dirait qu'ils brisent tout pareil. Puis je pense que je vais m'acheter un barbecue normal, puis je vais m'acheter une plaque à part. Exact. Non, j'ai adoré, tu sais, je vous le dis, là. Moi, en plus, je suis un gars de burger. Parce que la plaque, je connais ça un peu parce que chez le beau-frère, il y a une plaque. Il y a une plaque. Oui. Puis lui, il l'a depuis ces années passées, je pense. Lui, il aime beaucoup. Il aime beaucoup la plaque, lui. Ah oui. T'enlèves avec la genre de lèche-frite, là. T'enlèves ton gras, tu pousses ça. C'est ça, tu pousses ça. Comme un vrai Let's go. barbecue. Exact. Un vrai casse-croûte. Un vrai là. casse-croûte avec la plaque. C'est C'est ça, ça. le casse-croûte. Ils font cuire des œufs là-dessus. Même le fromage, des fois, moi, j'ai acheté Oui. un morceau de fromage en plaque, qu'on appelait. Gros fromage d'un pouce canadien coupé de la meule. Boum! Mais ça, tu vois, schloum. toi, tu parles souvent de ça, puis ça n'existait pas dans le bas du fleuve. Ben, nous autres, ça existait. D'un Je ne dis casse-croûte. pas que ça existait partout, mais dans le casse-croûte que nous autres, on avait, Ouais. c'était un classique. Tu sais, tu te rappelles la meule de fromage canadien, là, Ouais. fraîche? Ouais. La meuble carré qu'il y avait chez le boucher? La jaune, le gros jaune. Non, le fromage canadien. Ah, le fromage. Le fromage canadien, le fromage en crotte, là. Le fromage en crotte, mais en meule. OK. Donc, tu coupes ça. Ben, celui qu'il y a dans les épiceries, là. Celui qui, mais les restaurants puis les bouchers, les autres, ils recevaient ça en meule. C'était des gros blocs. Tu te rappelles de ça, Jerry? Je me rappelle très bien. Bon. Là, on demandait un morceau. Donc, le morceau, il y avait quoi? 4 pouces par 4 pouces? Et il coupait sur 1 pouce de large. Ben, c'était ça, c'est la plaque. 20 secondes. 15 secondes. Oui, juste pour le 15 juste pour le secondes. ramollir une petite affaire. ouais. 15 secondes. Voilà. My God. L'autre affaire que j'ai aimé dans le style, c'est même fromage en crotte. Fromage en crotte dans le sac. Mets ça dans le micro-ondes. Pas dans le micro-ondes. Mets ça dans La vaisselle, dans le lave-vaisselle. Ah, ouais. Yes. juste pour lui donner un petit coup de chaleur. Mon chum Pete au bar Salino nous faisait ça. Mettait le fromage en crotte dans le lave-vaisselle. Partait le lave-vaisselle sur le heat, un genre de... Il dit qu'il rajoutait du sel sur le fromage en crotte. Peut-être qu'il se mettait un petit peu de... Peut-être qu'il mettait un petit peu de rince sur le fromage. Un petit peu de rince, ça lui donnait un petit goût le fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre, tu disais? C'est juste pour dire, c'est une affaire qui me touchait un peu. Oh. L'histoire du couple de Français qui sont installés à Gatineau. C'est des médias aujourd'hui. Ça, je t'écœurais là de ça. Mais- Ouais. Moi, je t'écœurais. C'est pas la première histoire de même en passant. Non, je Il sais. y en a plein. Mais là, tu sais, nous autres, on déteste. Moi, il y a une affaire que je peux pas, qui me pue au nez. Là. Moi, c'est la bureaucratie crasse. La bureaucratie. Tu sais, la bureaucratie, il y en a dans tous les pays, la bureaucratie. Mais tu sais, à un moment donné, hostie, faites votre job. Ouais. À un moment donné, là, travaillez, vous faites quelque chose. Télétravail, all the way. Probablement 50% moins productif. C'est un couple, ils travaillent ici au Québec, ils ont un permis de travail. Les deux travaillent dans le domaine de la santé. C'est des infirmiers. Là. Infirmiers, infirmières. Et là, le gars, il est reparti en France parce qu'en ce moment, il n'a plus son permis de travail. Il est reparti en France. Veut pas, il faut qu'il rentre de l'argent dans le compte de banque. Là. Donc, à un moment donné, il ne peut pas rester assis à écouter la TV. Il retourne en France travailler. Elle est restée ici au Canada. L'affaire, c'est que eux autres, ils attendent après une espèce de document qui va être produit par le CIUS, pas tant de choses. Là. C'est un genre de document. Puis ce document-là, il appelle ça une étude. C'est une étude là, particulière là, pour dire est-ce qu'ils ont des besoins, puis le CIUS, ils ont-ils des besoins? Elle, ça, il prend un papier du CIUS ou pas tant de choses, de son employeur. Et quand elle va avoir le papier, elle va pouvoir avoir son permis de travail au Canada. Ah, regarde, c'est Mais finir. le papier, Non, tu veux te il péter- arrive jamais. Tu veux te péter la tête après le mur. Le papier, il arrive jamais. Et là,
la date fatidique arrive. Le fédéral lève le bras. Hey, la Française, qu'est-ce que tu fais ici? Ben oui, mais c'est parce que Là, t'as peu. Là, la Française a dit, ben là, moi, j'attends après mon papier. On s'en calisse. Ah, c'est cœur. C'est cœur. Là, tu disais, non, tu dis, attends, wow. On a besoin de ce monde-là en plus. Ah oui, il manque de monde. C'est des infirmières. Oui, là, Ouais, le elle a faire. dit, donnez-moi un break, donnez-moi encore quelques mois. Je peux même vous donner le numéro de téléphone ou l'adresse du ou le bon employeur. J'attends après le papier pour avoir mon permis de travail. FU. Décris. Non, mais t'as peu. Non, c'est cœur. Non, attends. Arrêtez, là. On peut bien les haïr. On peut bien... Qu'est-ce qu'on les haït? Ouais, non, Quel pays de marde. moi, je suis plus capable de lire des affaires de même. Plus capable de lire. On est là à béguer le monde de venir. On manque d'infirmières, on manque de médecins, on manque de si. Bon, il arrive un médecin. Il arrive d'où? Il arrive de la Belgique. Oh, ben là, il peut pas être médecin ici. Nous autres, on est meilleurs qu'eux autres. Qu'est-ce qu'il est médecin Belgique, sacrément? Il peut-tu être médecin chez nous, là? Non, il faut qu'il prenne des petits cours, là, puis il faut qu'il soit... C'est ça. Après ça, ben l'autre, l'infirmière. Ben là, j'ai été infirmière 3 ans, puis là, on dirait que Ouais. on est sur le bord de me mettre dehors. Oh, mais on a besoin d'eux autres. Ah non, il n'y a plus rien qui marche. Mais sais-tu quoi? Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Les Québécois veulent plus de gouvernement. Ils veulent plus de fonctionnaires. Ils veulent plus de fonctionnaires, ils veulent plus de Ils ne se bureaucratie. rendent pas compte que il n'y a rien qui marche. Ils en veulent plus. Oh, ma femme travaille là, ma fille travaille là. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est ça que ça fait. Il y a un nouvel indice, Jeff. Je pige dans la boîte, là. Une sorte de sujet différent. C'est vendredi. Il y a un nouvel indice. Ça fait pas longtemps que ça existe. Mais cet indice-là, je ne sais pas comment dire, un indice, là, ça va classifier les pays comme les meilleures places pour le tourisme. Et là, je vais reprendre un des meilleurs mots. Tu sais, on sait que le dictionnaire Larousse, ou je ne sais pas, Robert, ils ont ajouté des nouveaux mots dans le dictionnaire dernièrement. Moi, je pense qu'il y a un mot qu'il faut absolument qu'il rentre dans le dictionnaire. C'est ton mot à toi. Touristable. Donc, je trouve que c'est un mot fantastique. Et ce classement-là, autrement dit, cet indice-là, eux autres, ils vont... C'est pas rien, là. C'est une vraie affaire, là. Tu sais, ils vont analyser un pays. Il y a comme genre 17 catégories. Il y a au-dessus de 100 indicateurs qui vont checker, exemple, les facilités de transport, l'hôtellerie, l'environnement. Est-ce que l'environnement est favorable au tourisme? L'accueil, autrement dit, la situation économique du pays, autrement dit, toutes les facilités pour faciliter, toutes les politiques gouvernementales pour faciliter le tourisme. Tu sais, il y a une multitude d'indicateurs et là, ils vont tester tous les pays puis ils sortent un genre de top 10 dans le monde entier. Autrement dit, c'est les places pour aller en vacances. Oui. Si on fait le résumé, c'est les pays les plus touristables au monde. Vous ne serez pas surpris. Le Canada n'est pas dedans. Oui, regarde donc. Vous n'êtes pas surpris, là. Non, vous n'êtes pas surpris. Non, essaie de parquer ton char parquer ton char au sud de Montmorency, c'est 15$. Non, c'est une place pour fourrer le monde. Crissez-nous à paix, là. Puis là, tu dis, je vais aller en haut me parquer. Il y a des no parking à grandeur sur 5 km². Personne rêve de venir en tour. À part les Américains, Ben oui. le côté québécois. Les Américains aiment tous venir au Québec. Ils ne me parlent pas bien de Toronto, ils ne nous parlent pas bien de Regina, mais ils aiment venir à Québec. Comme je n'ai pas besoin d'aller bien loin, je suis en Europe. C'est un peu ce qu'ils ont dans leur tête. Oui, c'est ça. Mais à part ça, y a-tu du monde qui rêve de venir en vacances au Canada? Non. Moi, je dis qu'ils le disent pas trop, là, mais intérieurement, ils sont un peu déçus. Ben oui. C'est sûr. Parce que quand tu arrives de voyage, le monde te dit « Ah, t'as-tu aimé ton voyage? » La plupart du temps, le monde va dire oui. Mais intérieurement, c'est... C'est ça. Je retournerai pas. J'y retournerai pas, voilà. Le pays le plus touristable au monde. C'est zéro surprise. Les États-Unis d'Amérique. Ben. C'est parce qu'en plus, il y a 50 pays dans le pays. Il y a 50 pays dans le pays. Ah, c'est ça, mais tout est calculé, Jeff. Comment dire, là? On parle de 102 indicateurs. Donc, tout est calculé, là.
facilité de se déplacer, le prix des... on sait aux États-Unis comme c'est, de ville en ville, location de voitures, l'hôtellerie, l'offre, etc. Les affaires qu'il y a à voir aussi. T'as pas du stock à voir. T'es touriste, là. C'est pas des affaires à le fun. Mais overall, au total, tout. Les États-Unis, c'est le pays le plus touristable au monde. Et qui arrive deuxième? Espagne. Hein? Ben oui. C'est sûr, l'Espagne. Troisième, c'est le Japon. Quatrième, c'est la France. Cinquième, c'est l'Australie. Allemagne, UK, Italie, la Suisse, etc. Mais il n'y a pas de Canada. Ben non, c'est sûr qu'il n'y a pas de Canada. Mais moi, je suis, mettons, ministre du tourisme au Canada. Mettons, je suis ministre du tourisme au Québec, là. Canada. La ricaneuse, elle va dire quoi, elle? Moi, je veux être dans le listing. Là. Moi, je veux être là. Je veux être dans la liste. Quoi faire pour être dans la liste? Il faut être green. Si on veut être dans la liste du tourisme green, il faut être encore plus green. Le tourisme green. Christophe. En parlant d'affaires green, un peu, là, on l'embarque dans une patente. Là, il y a une affaire qui s'en vient. Ici, je ne sais pas quand, en Europe et en Amérique latine, ça s'en vient. La compagnie Stellantis. Stellantis, pour la majorité du monde, on connaît pas ça. Stellantis. C'est Chrysler. Voilà, c'est ça. Stellantis, c'est Chrysler. Chrysler, à un moment donné, ils ont eu des problèmes financiers. Ils ont fait un genre de merge avec Fiat dans le temps. Donc, Fiat là, c'est un conglomérat, Fiat. Là. Donc, autrement dit, aujourd'hui... Ben, ils ont été avec Mercedes avant. Oui, c'est vrai. Avec Daimler. Oui, c'est vrai, il était avec Daimler un bout de temps. C'est vrai, avant. Oui, je me souviens très, très bien. Donc, après ça, il y a eu un merge aussi avec Peugeot. Donc, autrement dit, aujourd'hui, Stellantis, là, c'est 14 marques, c'est 14... Tu as Dodge, les Jeep, en fin de compte. L'écurie de Formule 1 Alpine, ou je ne sais pas quoi, c'est la gang, ça. C'est Stellantis, ça. Exact. Donc, Citroën, Peugeot, Opel, Alfa Romeo, Maserati, etc. Donc, Jeep. Oui, c'est ça, oui, Jeep. Ram, voilà, Dodge, Jeep, Ram, voilà, Dodge. Chrysler. Voilà, c'est eux autres, ça. Et ils ont aussi un char qu'on voit beaucoup en Europe. Ram, c'est pas une... Ils n'ont pas fait un brand avec, c'est vraiment le Dodge Ram, hein, c'est ça? Non, ils ont fait un... Ils ont fait un comme Jeep? Je pense qu'il y a le brand Ram. Exact. C'est ça qu'il fallait qu'ils fassent, d'ailleurs. Oui. Ben oui. Exactement ça. Parce que Ram est plus gros que Dodge. Tu comprends? Oui, exactement. Exact. Voilà. Et l'affaire, c'est que Stellantis s'est entendu un peu... Il n'y a pas eu beaucoup de vagues là-dessus, mais là, ça commence à sortir encore plus. Ils sont entendus avec Leap Motor. Leap Motor, c'est China. Hangzhou. Ils sont à Hangzhou, Chine. Eux autres, ils produisent Leap. Ils produisent des véhicules électriques. Des chars électriques. C'est pas... Comparé aux compétiteurs, c'est pas les plus gros, mais ils en vendent pas mal. Là. On s'entend dessus. Sauf que eux autres, l'affaire, c'est que Stellantis, ils ont un deal avec les Chinois et ils vont fabriquer des chars chinois dans des usines en Europe. La grosse usine, qui en ce moment, il commence là. Les premiers chars chinois produits en Europe vont être sur le marché l'automne qui vient. Là. Capoté, là. Donc ça, c'est le moyen de détourner toutes les nouvelles qu'on entend sur des genres de taxes d'importation puis tout, là. En faisant ça, toutes ces affaires-là, ça compte pas, là. Voilà, parce que les autres, s'ils prennent les chars chinois, ils les mettent sur des bateaux puis ils rentrent en Europe avec... Il va quasiment une taxe de 100%. C'est ça. Tandis que dans l'usine de, mettons, Peugeot, il n'y a pas de taxe. Et voilà. Donc, ils ont formé une nouvelle co-entreprise, d'une manière, c'est Stellantis qui ont pris un bout de Stellantis puis le bout de chinois. Ils sont 51% Stellantis, 49% chinois. Et là, ils vont commencer. Et je veux que tu ailles voir... on va faire ça. Oui. Je veux que tu ailles voir les deux modèles qu'ils vont mettre sur le marché. Parce que là, ils commencent en Europe. Là, il va en avoir sur une... L'affaire, c'est qu'ils se bâtissent... Puis c'est pas rien, là. Tu sais, des fois, tu dis... ils vont vendre des chars, mais tu sais, ça va être de même, là. Mais
c'est pas ça. Là, ils bâtissent un réseau de concessionnaires. Donc, au début, ils vont rentrer dans 20 pays en Europe. Ils vont avoir un réseau de concessionnaires. Le modèle, je te le donne, c'est le T03. Donc, c'est Leap, L-E-A-P, Leap Motor, T03, et l'autre, le C10. Mais l'histoire... Ben, ça ressemble un peu à une Fiat. Elle ressemble à la Fiat. Comme 2 gouttes d'eau. Tu sais, la petite Fiat, by the way, la petite Fiat électrique, elle vient d'arriver. Là. Mais le prix... Puis ça, la là, C10 est plus grosse, par exemple. le C10 est plus grosse. Mais le prix pour la T03, 19 900 €. Wow. En bas de 20 000 €. Wow. Avec une garantie et la grosse batterie. Parce qu'ils ont 2 batteries. Tu vas même avoir un modèle moins cher, un peu moins cher, avec la batterie à 200 km, mais celle-là, à 19 900, la batterie, c'est 400 km. Un pouce-pouce de ville. Le pouce-pouce de ville. Là. On s'entend-tu? Mais c'est une micro-voiture de ville. En Europe, le monde a des petits chars. Comme deuxième voiture, ça peut faire. Voilà. C'est vraiment ce que vous faites. Si vous faites Mais ça, là, ils veulent... Puis, comment dire, les paroles viennent pas de moi. Les paroles viennent du boss de Stellantis. En ville, ce qu'on a besoin, c'est un kart de golf avec une chaufferette. Là. En ville, c'est un corps de golf avec une chaufferette. Voilà. C'est pas bon. Pas plus besoin que ça, ben. Là. Tu fais un petit peu d'autoroute, puis ça finit là. Ouais. Tu te déplaces en ville, puis ce que tu veux, c'est ça, tu n'as pas beaucoup de place de parking. Lui et les autres, là, ils veulent aller chercher dans les prochaines années, parce que là, ils commencent avec ces 2 modèles-là. Ensuite, ils veulent rajouter un modèle par année. Ils veulent se rendre jusqu'à 5-6 modèles. Puis c'est sérieux, là. Réseau de concessionnaires, au début, je parle au début, là, c'est pas une patente en 2028. Là. C'est 2024, là. Cet automne, 200 concessionnaires en Europe, ils vont monter en 2025, l'année prochaine. Ils vont monter à 500 concessionnaires. Non, c'est une offensive majeure de Stellantis avec des pouces-pouces électriques. C'est majeur. Et là, quand tu vas aller t'acheter un petit char, pas trop d'argent, ils vont faire de la location, des histoires, t'es patente. Il veut aller chercher 10 % du marché du char citadin, en fait, compte, parce qu'on parle d'une voiture citadine. Là. Ils veulent aller chercher 10 % du marché. C'est quand même Si capoté. jamais ça arrive en Amérique, c'est le C10 qui va être le hit. Parce que les gens rapetisseront jamais vraiment le char, là, tu comprends? Non, c'est ça. Les Nord-Américains, on est de même. Oui, puis les Nord-Américains, veut pas, physiquement, on est quand même assez grand, assez gros. Fait que, tu sais, à un moment donné, Christophe, t'as un peu de place. Là. Ça prend un peu de place. Là. Du monde de 6 pieds 2, il a la grandeur de la place. Là. Fait que, à un moment donné, ça prend un peu d'espace. Je comprends. Là. Mais ça, c'est spécial, cette histoire-là. Là. Vraiment. Là. Oh. Il y a une petite boîte. Plus de petites boîtes Il y a une petite boîte. dans la version Prime de Radio Pirate. Les gens sur le live. Le lab de Mr. White après. Il y a une petite boîte. Et William Trudel. What's this machine do? Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Le labo de Mr. White. Ah, voilà, j'ai eu. Mr. White, mets des bons écouteurs, c'est à ton tour. It's your turn. Joël Turn your Lightbone. love around. Do, 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 do. Yes. Te rappelles-tu de... Hey, parle de Hein? toune. Excusez-moi, là. Je vais le dire encore, je pense que je l'ai déjà dit, mais la toune de Post Malone avec Morgan Wallen, Ah, c'est ça bon, n'a ça. aucun sens. Quel que c'est bon. Tabarnache! Ouais, je sais même pas si je l'ai entendu. Ah non, c'était écœurant. Non, tu l'as entendu à DIY, Ouais, c'est sûr. sûrement je l'ai entendu, mais... Ah, que c'est bon. Ah, méga bon, méga hit. Puis Post Malone avait besoin de ça. Là. Je pense que Post Malone a plus besoin de Morgan Wallen que Morgan Wallen a besoin de Post Malone. Post Malone était écœurant, je l'ai dit autrefois. Là. Mais c'est vraiment une bombe. Là.
C'est peut-être ma deuxième fois. Je vais leur dire une troisième fois la semaine prochaine. Mm. Donc, oui. Joël Lightbound. Te rappelles-tu de lui? Bon, oui, c'est le gars qui a fait. Il y a eu une genre de crampe au cerveau pendant la COVID. Puis il y a eu un 24 heures où on a pensé que c'était Dieu, c'était Jésus-Christ qui venait nous sauver. Et il s'est crucifié lui-même sur la croix 24 heures après. Puis il a gardé son poste. Dans le fond, il est resté là. C'est un peu bizarre. Puis Marie-Lou, ben, tu sais comment elle aime gratter le bobo? Oui. Elle a gratté le bobo. Bon. Bonjour, Joël Lightbound, bienvenue. On vous rappelle qu'on sera à une version télévisée bientôt. Oui. Ici, Marie-Louise Arsenault. Qu'en pensez-vous, on a Joël? avec nous le député de Louis Hébert. Joël Lightbound. Bonjour, Joël Lightbound. Joël. Joël. Dites-nous-le, Joël. Oui, dites-nous-le. Quand vous avez fait votre crise de bacon par la COVID, là, Ouais. avec les conspirationnistes. T'avais pas eu peur de passer pour un coucou, Joël? Oui, Joël Lightbound. Parce que vous allez loin, je vous cite, c'était le 8 février 2022. Je vous cite, « Il est plus que temps qu'on arrête de diviser la population, qu'on arrête de monter une partie de la population contre une autre. Je ne peux pas m'empêcher de constater à regret que tant que le ton que les politiques de mon gouvernement ont changé drastiquement à l'aube de la dernière campagne électorale et pendant la dernière campagne, d'une approche positive et rassembleuse, une décision a été prise d'adopter une approche qui divise et qui stigmatise. » Pourquoi vous avez dit ça, Joël Lightbound? Ouais, pourquoi, là? Voilà, il faut se replacer pourquoi dans le vous avez dit contexte. ça? On était en pleine pandémie en février 2022 où il y avait aussi l'occupation à Ottawa du convoi des camionneurs. Mais c'est plus où on était rendu en février 2022 où 27 des Canadiens croyaient que les non-vaccinés devraient aller en prison. Quand on pense à ça, maintenant, c'est fou. Un Canadien sur 4 se disait qu'on devrait envoyer 6 millions de Canadiens en prison parce qu'ils ont fait un choix qui les regarde. On peut être en désaccord avec le choix, mais quand même, c'était rendu loin. Et moi, ça me faisait peur de voir cette haine-là monter. Puis c'est tout le temps la même chose. Les gens ont peur, et là, on pointe un bouc émissaire, et là, la peur devient de la haine, et elle est dirigée vers ce bouc émissaire-là. Pendant la pandémie, à tort ou à raison, mais ça a été les non-vaccinés. Moi, je me suis dit, bon, il y a du monde autour de moi que j'aime, que je respecte, qui ont fait ce choix-là. Je ne vais pas rester silencieux alors que j'ai un micro pour essayer de les défendre. Puis ça ne visait pas, cette conférence-là, seulement les politiques du gouvernement fédéral. C'était aussi, je veux dire, on a accepté au Québec un couvre-feu qui n'a jamais eu l'ombre d'un avis scientifique, de justification scientifique. Je trouve il était temps que peut-être on libère un peu la parole. Fait étonnant, le deuxième couvre-feu a été levé le jour où Léger a publié un sondage qui montrait que les Québécois en avaient ras-le-bol. Il faut le faire quand même. C'est pas la réponse que je voulais, Joël Lightbound. C'est une très bonne réponse, mais c'est pas la réponse que je voulais. Je vais me tourner vers mes collaborateurs. La musique, musicien. Oh, Oui, toujours un qui se met à jouer la trompette en arrière. Hein? Bon, on va faire semblant qu'on ne s'est rien dit au cours des dernières minutes. Merci à nos musiciens qu'on verra bientôt à la télévision. Ici, Marie-Louise Arsenault. Joël Lightbound, vous êtes avec nous toujours, oui? Hop, son micro ne marche pas. Joël Lightbound a dû quitter. C'est pas grave. Il a quitté. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, il était bon, là. Ben, il était bon, sauf que... C'est-tu trop peu, trop tard? Ben, il l'a fait. On va lui donner ça. Il l'a fait et il aurait pu essayer de dire autre chose que qu'est-ce qu'il a dit là pour faire plaisir, tu comprends? Je comprends. Et il a double dip. Donc, il aurait pu tempérer ce qu'il avait dit. Joe, je sais, mon année, que je t'ai appelé pour te donner de la marde. Et là, vous avez une patate chaude. Jeff a appelé. Jeff a rappelé encore. Coudon. Oui. Et finalement, ton assistante m'a appelé. Et oui, Joël ne peut pas. Il est vraiment, vraiment dans le jus. Mais il m'a demandé de vous demander qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Pas vrai. Ben oui, c'est arrivé. Pendant la COVID. Pour un dossier. Je me souviens de ça. C'était le dossier des histoires d'hôtel. J'ai appelé pour lui donner de la marde. J'ai dit, t'es mon député. Je vais t'appeler toi, puis tu feras le message à ton hostie de clown de ce que je pense. Parce que mes beaux-parents étaient en panique. Ils étaient fous un peu. On ne savait pas trop ce qui allait arriver. On était pointés comme étant des touristes à tête, etc., alors qu'on faisait rien de mal, qu'on était dans nos maisons quelque part, à juste être pas à la même place. Mais que beaucoup de jaloux étaient en crise. Et j'ai appelé Joël Lightbound parce que moi, je pense que c'est important que quand tu n'es pas content, oui, on peut le dire, nous, on a un micro pour le dire, mais il y a mieux. Appelle le bureau du député Joël Vert ou rends-toi à son bureau. Et je l'ai fait. J'ai pas réussi à y parler, mais j'ai parlé à son assistant. J'ai même appelé au bureau de Guilbeault l'année passée, moi. Elle m'a jamais rappelé. Son assistante était bonne, par exemple. Elle a fait semblant qu'il n'y avait pas d'histoire. Elle me dit, moi, vous êtes un citoyen normal.
J'ai dit, je suis pas pro-CAC, moi, là. Je vais vous le dire, je veux qu'on joue fair play, là. J'aime pas beaucoup votre gouvernement, là. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir et j'ai besoin de telle affaire. Dans la vie, il faut avoir du culot un peu, là. Ouais. Le reste du lab, Mr. White. Chantal. Oh, Chantal. Ben, Chantal, Petit pinch. on pourrait sortir des extraits à tous les jours de Chantal. Tellement que... La voix saute un peu. Ouais. Mais là, elle, c'est... Poilievre fait semblant qu'il s'occupe des francophones. Ah oui. Mais ouais. il pas vraiment. Non, dans le fond, Ouais. il est francophone. Elle a fait des recherches elle-même. Ah! Elle Wow. en parle. Chantal. Ma belle Chatou. Chatou. J'ai regardé les 100 derniers messages sur X de Pierre Poilievre pour voir combien étaient en français sur le lot. J'en ai trouvé moins d'une quinzaine. Ah oui. Monsieur Poilievre se fait un point d'honneur de commencer toutes les périodes des questions en français, ce qui donne l'impression qu'il fait une large place au français. Mais à part pendant ses apparitions au Québec, dans le reste de ses manifestations sur les médias sociaux dont il se sert énormément, le français occupe une place extraordinairement marginale. Voilà. Ben voilà. C'est une claque, ça? Ah, Ah, y a-tu c'est donné la claque? Non, ça, là, on va dire. Elle a Je même me dit... demande si je vais voter pour lui. Oui. Elle a même dit que Poilievre, quand il va... Non, je vais voter bloc. Oui. Quand il se déplace au Canada, il parle en anglais. Ouais. Ouais. Quand il part à parler, là, C'est il dit, il est en Saskatchewan, là, telle place, là, mais il a dit il parle en anglais. Ah. quand il vient au Québec, il donne l'impression qu'il parle en français partout, là, mais quand il est ailleurs... Quand il est ailleurs, là, il est... au Québec, il parle français, mais quand il est ailleurs, il parle anglais. OK. Ben moi, je suis allé à Ottawa voir un match de hockey il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis j'ai parlé en anglais. Tabarnak. Ouais. Non, mais- Si je vais à Toronto cet été, ça se peut que je parle en anglais. Mm. Moi, je suis obligé de parler en anglais. Puis Poilievre, au Parlement, sa première question est toujours en français. C'est juste Mais une mais illusion. c'est fake. C'est juste une illusion. Ah non, je vais voter pour Yves-François Blanchette. Bonjour. Ici Yves-François Blanchette. Oui. Yes. Bullshitter. C'est-tu de la bullshit dans ces histoires, lui? Non, jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le lab? Mais moi, Chantal, je pense qu'elle a de l'influence sur moi. Je sais que tu as beaucoup d'affection pour elle. Mm. Chantal. Pour Tu une me des- l'imposes à chaque Je matin. le sais, je suis pas obligé. Pour une des premières fois depuis qu'il a été élu, en 2015, il a été élu, Trudeau. Oui. Il a dit quelque chose, je suis d'accord avec lui. Ah oui? Mm. C'est ça, là? On écoute. Je trouve ça vraiment problématique qu'il y ait suggestion d'équivalence entre le leadership élu d'un pays démocratique comme Israël et les leaders du groupe terroriste meurtrier Hamas. Il n'y a pas le choix. Les donateurs libéraux, beaucoup de juifs. C'est très simple. C'est le lien n'est pas copié. Lui ne pense pas ça zéro. Là. Ah, Non. OK. Lui fait ça parce que l'argent vient beaucoup des Juifs. Là. L'argent vient de Toronto Centre. Là. Toronto Centre, les Juifs de Montréal qui avaient là dans les années 70, 60, 50 sont là. Le cash juif est à Toronto. C'est leur seule place où ils vont se faire élire. C'est juste de là qu'ils ont du cash. C'est le cash. Money talks. That's it. Une journée parfaite dans la vie de Kenny Reeves. Qu'est-ce qu'il y a, Kenny Reeves? C'est pas quelque chose qui date de la semaine passée. Là. Ça date peut-être d'un an, mais je suis retombé là-dessus puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Moi, Kenny Reeves, je l'aime bien. T'sais. On dirait qu'il est comme en dehors un peu du système. Sur Apple TV, son spécial, c'est ça sur Apple TV, hein? Je l'ai vu, j'ai mêlé, c'est parce que j'ai vu. Son spécial sur l'écurie avec le championnat du monde de Jenson Button et de l'écurie qui est devenue Mercedes, qui était avant l'écurie Bar Honda. Et Honda a dû lâcher en 2008 lors de la crise financière parce qu'ils fermaient des usines. Et qu'en plein milieu de la construction de la nouvelle voiture, ils ont laissé tomber la Formule 1 et mis dehors tout le monde. Et que Ross Brown a créé Brown Racing, raconté en entrevue avec Kenny Reeves. C'est un 5 étoiles pour les gens. Ah, bah oui. Un bon narrateur. Oui. Ben, il est très bon intervieweur. Oui. Maniaque de F1. Donc,
Maniaque d'info. Très, très bonne série. Fait que là, en entrevue, à un moment donné, à la fin de l'entrevue, l'intervieweur, il demande, il dit, c'est quoi une journée parfaite pour toi, mettons, quand tu travailles pas? Là? Quand tu as fini de tourner, tu arrives chez vous, c'est quoi une journée parfaite? Et là, Ken Weave, il s'exécute. I don't know. I don't know. Well, okay. First of all, hopefully, you've finished a great job. You've done some great work. You're coming home. You see some friends and family. Hopefully you're in a relationship. You have some morning sex. Eat a great breakfast. Go for a motorcycle ride. Come back, swim. Have more sex. Eat some more. Hang out for a little bit. Maybe do some reading. Go see a movie. Have more sex. Go to the bar, have a couple of drinks, see some friends, take a motorcycle ride, get home, hang out a little bit, have more sex. That's a pretty good day. I love your life. I'm not saying I get that, but L'intervieweur, il dit I love your life. C'est 4 fois par jour. Oui. Oh, oui. Ouais. Genre, j'ai un peu de À travers, il y a un peu de moto. Oui, il y a même un peu de cinéma. Puis un peu de on va voir, cinéma. j'en reviens d'un film, on a un peu de sexe. Ouais. Trop de sexe. Si boire. J'aime donc bien ça. Tiens, toi. Voilà pour le lab ou c'était Non, autre non, chose? j'ai une petite affaire. OK. C'est que Patrick Lagacé. Oui. C'est que j'ai vu. C'est le fun parce que quand les réseaux sociaux nous permettent de découvrir des émissions qu'on ne connaît pas. Oui. Comme à Télé-Québec, une émission qui s'appelle Psychopop. Saviez-vous ça? Non. Saviez-vous que Télé-Québec existait encore? Oui, je il y a sais, des là. films d'Astérix dans le temps des fêtes. C'est ça. Fait que là, il y a une émission qui. Là, j'ai vu une bande-annonce d'une émission qui s'appelle Psychopop. OK, avec l'animateur Audrey Saint-Jean, je ne sais pas quoi, un humoriste de Montréal. Et dans cet épisode-là, il y a Patrick Lagacé. Et là, OK. on va écouter un petit bout de la bande-annonce où que ça parle de mensonges. OK. Donc, Patrick Lagacé, mensonge. Malaise. Est-ce qu'il y a des moments où c'est bien de mentir? La question, c'est pas de savoir si mentir est bien ou mal. La question, c'est de savoir si c'est justifié ou pas. Elle est bonne. OK. Ça, c'est pas un mensonge, ça? Ben non, mais c'est clair, là. On peut mentir si ça marche, là. Je veux dire, d'après moi, il n'y a pas tout le monde qui pense ça, là. Veux-tu élaborer ou t'es Ben correct? non, mais c'est... mentir... Ouais. En tout cas, c'est un... De ce qu'on comprend, Pat, c'est ça. Fait penser à... Tu sais, dans le temps, Patrick Huard... Mais puis il est donc bien pas aimé au 98.5, ce gars-là. Ah, je pense que non. Les gens l'aiment vraiment pas. Écoute, moi, je suis pas content qu'il remplace mon Paul, là. Non. Alors, je vais avoir de la misère à écouter ça. C'est sûr. On va l'écouter pareil pour sortir des patentes, là, mais bon. Questionnaire sur Gaza. Un gars aux États-Unis qui est allé d'une manifestation dans des universités à propos de Gaza, à propos de la Palestine, le Free Palestine. Oui. Donc, il a posé des questions à des étudiants qui étaient là, puis on va écouter les réponses. Je voulais savoir s'ils étaient au courant, eux autres, ce qui se passait. Je pense qu'ils sont pas au courant zéro, là. Welcome to Gaza graduation. Let's see how much students actually know what they stand for. If you get them right, you win $100. First question, have you guys chanted from the river to the sea? Yes. Okay, which river, which sea? The Sea of... So you don't know the No. The answer was the Mediterranean and the Jordan. What does Hamas say their number one goal is according to their charter? They just want to free Palestine. It's to murder all Jews around the world. Okay. What does Antifada revolution mean? I don't know what that means. But you've chanted it? Yeah. It's like a global call to murder Jews. Wow. Wow. Did you know you said that? No. Would you say it again? Probably not. How many Gazan refugees have the Arab neighboring countries let in the last few months? 35,000. The answer was 0. Students don't seem to know what they stand for. So wouldn't it be great if these expensive colleges actually taught them something? C'est incroyable. Ils savent rien. Non, ils savent rien. Non, ça, j'avais vu, c'est pas la première vidéo de Je le genre. sais, mais- Je l'ai vu plein, puis c'est toujours triste, là, mais tu sais. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils sont brainwashés par des profs. On a-tu le temps d'une dernière? Non? Oui, bon, oui. Je voulais juste rendre hommage à François Havard. Parce que François Havard, c'était le créateur des Bougons. T'écoutais tout ça dans le temps? Pas vraiment. Mais il y a tellement de messages. Je sais que c'était très bon. Il y a beaucoup c'était bon. Moi, j'écoutais. J'ai écouté les Bougons aussi. Mais tu sais, Oui. il s'est tellement gâté là, avec les personnages. Là.
Parce que dans les bougons, juste pour le monde qui ont pas tant écouté, ben non, pour Jeff qui n'a pas tant écouté, c'est que c'était une famille de BS qui faisait tout pour contourner le système. OK? Les autres, ils étaient chez eux, ils étaient full d'argent, mais ils faisaient tout pour contourner, hein, Jerry? Oui. Il y avait beaucoup de chèques qui rentraient. Il y avait beaucoup il y avait plus de chèques qui rentraient qu'il y a de personnes dans la place. Oui. Ah oui, c'est des bougons. Là. C'est ça. Comme la PCU. Mais c'était François Havard qui écrivait les textes de ça. Pour moi, c'est un des génies au Québec. Là. Et maintenant, il ne peut plus faire ça. Il ne pourrait plus faire les bougons aujourd'hui. Non, parce que les bougons, c'est quoi? Ça date de 15 ans, 20 ans, je ne sais pas quoi. Oui, 2000... Le dernier épisode, c'est 2006. C'est triste, pareil, quand on pense à faire le même. Hein, on se dit, il ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Ben, mais que tu entendes le bout, tu vas comprendre que ce que je dis, c'est hommage à François Havard. Oui. Une chance, on vit dans un pays tolérant. Tolérant de quoi? Tout le monde marche droit. Il n'y a pas rien qui repousse. Le monde n'est pas tolérant, Fred. Le monde est cave. Ils sont poignés 2 heures par jour dans le char pour les payer leurs impôts, mais on n'a pas un asti capable de sauter sa coche. Pas mettre d'argent dans la construction des ponts pour permettre au monde de passer plus de temps en famille, c'est un choix de société, Paul. Ah, parce que tu le vois où ce qu'elle va l'argent, toi? Tu le vois! T'es chanceux, esti, toi! Oui, non, à chaque fois qu'il y a du monde qui se lève pour dire qu'ils n'ont plein de cul, il y a toujours un gouvernement et un boss qui lui dit qu'ils nuisent à la croissance économique. Ben, si l'économie va si bien que ça, dis-moi non, pourquoi est-ce que le monde n'a pas une scène, toi? Hein? À moins que l'économie aille bien pour une petite gang. Ça c'est déjà vu, ça. Ils sont en train de construire un méga hôpital. Ils n'ont même pas de médecin à mettre dans une mini-clinique aussi. Ouais, mais on a des malades en masse. Ton système, il vend tellement de pilules, esti, que c'est rendu que chaque comportement a le nom d'une maladie. T'es pas solitaire, t'es asocial, t'es pas amoureux, t'es dépendant affectif, t'es pas timide, t'as un déficit d'estime de toi-même, t'es pas heureux, t'es épais. Paul, je pense que t'es un peu cynique. Comment tu veux pas être cynique, toi? Hein? Ils s'arrangent pour qu'on soit malheureux parce qu'ils ont compris que dans ce temps-là, on dépense plus. Faut bien qu'ils occupent le monde. C'est des machines qui travaillent à leur place. Puis dis-toi bien que la machine qui fait du papier de toilette a jamais envie de chier, elle. Quand tu payes tes impôts, mon chum, tu deviens le complice. On se plaint qu'il nous faut, mais on les paye pour ça, si. T'appelles ça comment, oui? L'autre, il lit son texte, hein? Oui, l'autre... Ben, l'autre, c'est un peu le faire-valoir. Là. Oui, c'est c'était un peu... Lui, il était tout contre ce qui se passait dans la famille. Ouais. Mais il embarquait comme par défaut. Il disait, vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Là? Ouais. Tu ferme ta gueule, mange ton steak. Rémi Girard, comme acteur, il peut improviser aussi, Rémi Girard. C'est un bon acteur. Là. Ben oui. Dans le sens que lui, Ben oui, il peut partir sur une envolée. Là. Exact. Mais ça, chaque épisode, c'était ça. Là. Ah, c'était ça. À répétition tout le temps. Là. Non, c'est sûr que tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Voilà pour le lab de Mr. White en ce vendredi. On n'a pas de Carlos de Punisher aujourd'hui, mais on a Dennis in the Jet après. Le labo de Mr. White. What's this machine do? Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. C'est une visite. C'est une visite annuelle, c'est une visite de saison de notre ami William Trudel. Quasiment. Je pense que t'étais venu à l'automne l'année passée. Hein? J'étais venu à l'automne l'année passée. Fait que d'après moi, c'est biannuel à date. C'est biannuel. Faudrait peut-être que ça serait au trimestre. Faudrait faire comme la Banque du Canada au trimestre. Ouais. On aurait pu faire un bon podcast avec notre chum Denis tantôt. C'était fantastique. Ben oui, parce que t'es pilote aussi. J'adore ça. Écoute, j'étais un pilote non professionnel du dimanche, mais qui essaye d'appliquer un thinking professionnel parce que c'est pas un jouet, c'est des machines qu'il faut que tu respectes puis que tu portes beaucoup d'attention à ça. Notre vie est entre nos mains dans l'avion. Alors oui, j'aime bien ça. J'ai mon avion depuis plusieurs années, mais je ne suis pas un pilote professionnel ni commercial. Et Denis, lui, il s'en est un. Puis d'après moi, il a été impressionné parce que tu fais tout ton training, tu fais toutes tes affaires. Parce que comme il y en a plusieurs qui ont le moyen d'avoir un avion puis qui l'apprennent, l'apprennent comme il faut l'apprendre, mais tu sais qu'à un moment donné, ils pensent que moi, je suis correct. Je sais comment piloter un avion, mais c'est pas de même, là. Je suis très, très, très rigoureux sur ma maintenance de mon avion. J'endure rien sur la maintenance qui n'est pas parfait. Je suis très rigoureux sur ma formation. Je suis très rigoureux sur les conditions météo quand je décide de voler.
Et puis, je suis très rigoureux sur mon aptitude à pilotage. Si je suis fatigué parce que j'ai mal dormi depuis 2-3 jours, j'ai trop travaillé, mais je ne piloterai pas à ce moment-là. Ouais. Je fais ça par plaisir. Moi, je pas fais comme pas un ça char. Là. commercial. Tout le monde pense, quand ils apprennent à piloter, à un moment donné, ça vient comme conduire une voiture. Exactement. Non, Puis le même thinking que j'ai appliqué dans la police, puis pendant mes 4 années aux Nations Unies, aux enquêtes spéciales, j'applique le même thinking dans le pilotage. J'essaie de ne rien laisser au hasard. Ouais. T'es un gars très cartésien. Très cartésien dans tout ce que tu fais. Peut-être, probablement, oui, qu'on pourrait dire ça, mais tu sais, je n'aime pas laisser le hasard décider pour moi. J'aime pas aller au gré du vent. J'aime bien que les choses soient planifiées, réfléchies, qu'on comprend qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis il n'y a aucun problème à prendre des risques si tu comprends bien ton risque, puis si tu comprends bien les mesures pour baisser puis atténuer ton risque. On le fait en affaires maintenant. Là, on a pris des risques énormes. Là, acheter Place Fleur de Lys vide, pas de zonage. Mettons, je vais vous le dire en français, c'était pas très intelligent, mettons, d'un point de vue purement business. Mais quand tu comprends ton risque, quand tu comprends qu'on s'en va dans des années de crise du logement qui en manque, quand tu comprends que c'est 3 millions de pieds carrés de terrain au centre-ville de Québec d'un emplacement extraordinaire, puis quand tu comprends que les gars avant toi l'ont payé 110 millions, puis toi tu le payes 60, le risque est acceptable. Oui. Finalement, c'est pas si cave. Ben, c'était très cave, mais ça a fini que ça a marché. Ça a fini de marcher. Là, tu as tous les permis pour ça, là? Ça, tout est fait, oui. là? Donc, tout La est fait. Fleur de Lys, tout est fait. On est en construction présentement. Ceux qui ont passé sur l'autoroute Laurentienne dernièrement, notre première phase, 480 logements. Le plus gros bâtiment privé à Québec, là, assurément, qui est en construction maintenant. La location va très, très bien. La location va énormément bien. On loue beaucoup de logements chaque semaine. La tendance se maintient. Puis on loue toutes les typologies de logements. Il y a du logement abordable là-dedans à 1 000 $. Puis il y a des grands penthouse à 3 500 $. Puis toutes les typologies de logements se louent très bien présentement. Une belle clientèle. Wow. Là, tu as annoncé, vous avez annoncé, ta gang et toi, donc ton frère, puis vous avez rendu beaucoup de monde là-dedans. Vous avez annoncé que tu vas développer Galerie Charlebourg, de ce que j'ai compris. Ça, c'est mon centre d'achat. Ça, c'est c'est mon centre d'achat d'enfance. Mm-hmm. Exact. Ça, c'est le coin où ma mère restait aussi, donc je connais très bien le coin. Ça, c'est quoi? C'est 1500? C'est combien qu'il y en a? Galerie Charlebourg, c'est 1500 logements plus plusieurs centaines de mille pieds commerciaux. Oui. Donc, effectivement, on a annoncé ça dernièrement, le 14 mai, lors des consultations publiques de la Ville de Québec. Puis ça aussi, tu as tout ce qu'il faut. Parce que c'est ça qui est long. Hein? C'est très long. C'est que tu arrives, tu achètes ça, ça a une vocation au niveau du zonage qui est commercial. Et toi, il faut que tu fasses un mix commercial-habitation. Dans ma tête à moi, moi je connais rien dedans. Dans ma tête à moi, c'est quelque chose qui serait en une journée. Mais c'est pas ça. Non, ça serait plutôt en 4 ans. Mais comment ça peut prendre 4 ans? Ben, peut-être que ça prend une journée au bout du 4 ans, mais ça prend 4 ans pour arriver à cette journée-là. Là. OK. c'est pas gros de minutes par jour. Non, mais tu sais, c'est parce que ça pourrait pas prendre une journée, mais ça pourrait prendre beaucoup moins que 4 ans. Moi, j'ai toujours dit que je pense que ça pourrait prendre 18 mois. Ça serait probablement quelque chose de raisonnable. Pourquoi, là? OK, c'est que il faut partir aussi loin que la Ville de Québec a-tu assez de tuyaux pour l'eau puis les égouts pour accepter une affaire de même? On comprend ça. Est-ce que les axes routiers sont capables de prendre le nouveau trafic qu'on va générer? On comprend ça. Est-ce que les voisins sont d'accord avec le projet? Est-ce que l'endroit où on veut mettre la densité des étages est respectueux pour les voisins puis l'environnement? Puis si oui, est-ce que moi, je suis capable de mettre les étages à cet endroit-là parce que parfois, le sol ne le permet pas? Fait qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. Là, imaginez qu'il faut sonder le sol. Donc, c'est des centaines de puits d'observation dans le sol qu'on fait pour que les ingénieurs nous fassent une carte de dire à quelle place qu'on peut mettre la densité. Il faut que cette densité-là marche avec le voisinage puis le quartier qui soit d'accord avec la densité. Il faut que ça marche avec les infrastructures de la Ville de Québec. Si tu es proche d'une autoroute, le ministère des Transports a probablement des emprises, des servitudes proches de ton terrain, etc., etc. Fait que ça se pourrait pas que ça prenne une journée, mais d'un autre côté, c'est pas normal que ça prenne 4 ans. Il pourrait y avoir un entre-deux. Il pourrait y avoir un entre-deux à 18 mois. Mais là, avec le rush, là, avec ce qu'on connaît, là, parce que là, c'est le gros problème. Le monde a de la misère à se trouver des endroits pour rester. Là. Quasiment toutes les régions du Québec, le Canada au complet. Puis là, il rentre des immigrants, puis il rentre des immigrants. Ça fait qu'on ne parlait pas à Québec il y a 10 ans. Là, on peut le voir visuellement, il y en a de plus en plus. Donc, Québec change. Là, il y a un rush là-dessus. Est-ce qu'ils sont conscients, les villes, mettons, on prend la Ville de Québec où tu fais affaire, est-ce que les autres sont conscients qu'il faut qu'ils accélèrent ce processus-là?
Parce que quand ils font des priorités, mettons, pour des pistes cyclables, ça se règle vite. Est-ce qu'ils sont capables de se dire, ben là, on va rester focusé sur l'habitation, puis on va s'assurer que ce qu'on vient de parler là, ça va se faire à l'intérieur de 18 à 24 mois au lieu de 48 mois? Sont-tu focus? Ils sont plus conscients qu'avant. Effectivement, il manque de logements à Québec. Là, il y a certains secteurs comme les Galeries Charlebourg qu'on est à 0,7 de taux d'inoccupation. Fait que c'est aussi bien dire qu'il y a quelqu'un qui veut un logement dans ce secteur-là, c'est qu'il n'y en a tout simplement pas. Je connais quelqu'un qui habite ce secteur-là, justement, puis quand il y a un appartement qui est alloué, il se loue immédiatement. Exact. Veut pas, c'est l'axe 41e rue, 1er avenue. Pour les bus, on s'entend-tu que c'est idéal? Là, c'est le coin de rue le plus occupé au niveau du RTC de toute la région. Là. Voilà. Donc, puis cet axe-là, beaucoup de monde passe par là. Donc, moi, je pense... Je parle pour moi, là. Je suis un gars de Charlebourg, là. Mais moi, je pense que c'est un spot parfait pour mettre de la densité, là. Oui, effectivement. Puis pourquoi il manque des logements comme ça? Il y a 2-3 phénomènes qui se croisent en même temps présentement au Canada. Parlons de la région de Québec. La région de Québec, là, on est dans des années avec des sols migratoires positifs. À peu près 18 000 personnes qui rentrent dans la ville de Québec, là, présentement, région de Québec, par année. Je n'ai pas le détail du nombre d'immigrants versus des gens à l'intérieur du Canada puis du Québec qui s'en viennent à Québec. Mais il y a 18 000 nouvelles personnes. Il y a 18 000 nouvelles personnes. Tu croises une autre chose, OK, qui est le vieillissement de la population. Lorsque les gens vieillissent, il arrive toutes sortes de choses, soit des enjeux de santé ou peu importe. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que le nombre de ménages par habitation qui était aux alentours de 2 dans la région de Québec est à la baisse, puis cette tendance-là est lourde. Et là, on arrive dans des années en bas de 2 personnes par ménage. Donc, les gens vieillissent, donc vivent plus longtemps, donc ont besoin d'habitation plus longtemps, mais en même temps, sont de moins en moins de personnes par ménage. Et puis, le troisième phénomène qui se croise, c'est qu'au niveau des jeunes, l'accès à la propriété est de plus en plus difficile, donc les jeunes restent locataires plus longtemps. Donc, si tu combines les jeunes restent locataires plus longtemps, les personnes âgées vieillissent en vie plus longtemps, mais de moins en moins de personnes par logement, puis avec un sol migratoire à 18 000 personnes par année positif, ces 3 courbes-là se croisent en même temps, ça n'a aucun choix de faire qu'il va manquer du logement, puis beaucoup. Oui, bien, c'est ça, exact. Donc là, tu as... tous les commerces qu'il y a là, il y a le IGA, il y a un McDo, il y a plein d'affaires. Est-ce que c'est tout à vous autres, ça, ou le gars du IGA, c'est à lui? Je pense que c'est ça, c'est en location. Fait que nous autres, on est des propriétaires immobiliers, commerciaux, industriels, bureaux et résidentiels, des développeurs immobiliers. On fait tout le processus maison. Donc, de la conception de tous les projets, les immeubles comme Place Fleur de Lys, c'est fait maison. On fait la construction nous autres mêmes avec Trudel Construction. Ensuite, on fait toute la location avec nos propres équipes. On fait les opérations 24/24, 7/7. Et par la suite, on fait la gestion financière de l'immeuble. Donc, tout le cycle d'un immeuble, on le fait tout avec notre propre équipe. Nous sommes rendus 150 maintenant. Wow. Et notre prévision, c'est que dans quelques années, on va être 300. Wow! C'est incroyable, pareil. C'est incroyable. Vous avez parti avec une couple de logements. Avec un logement, un condo 3,5 à Montagne-des-Roches. À Montagne-des-Roches, OK. Dans ma jeune vingtaine, j'avais une Chevette 79. Le problème, Jeff, c'est qu'on est en 99. Non, c'est ça. Mais les Chevettes, on a ri de ça. C'était plus tough qu'on pensait. Une Chevette, la belle affaire, c'est que tu n'avais pas besoin ni de changer l'huile, ni d'en rajouter. Qu'il y a de l'huile ou qu'il n'y a pas d'huile dedans, ça marchait pareil. Elle marchait pareil. Celui 4 Bourgeois, es-tu avancé, ce projet-là? 4 Bourgeois, le zonage va... Normalement, Galerie Charlebourg, là, le zonage complet, là, on s'attend d'avoir ça là, maintenant en juillet, là, que ça passe au conseil de ville. La consultation publique a été super positive. Les gens aiment le projet, puis c'est sans surprise. Puis pourquoi je dis sans surprise, là, c'est que lorsqu'on va en consultation publique exigée par la loi et par la Ville de Québec, ça fait déjà 2 puis 3 ans, nous, qu'on consulte les gens sur le terrain. Donc, autant dans le cas de 4 Bourgeois, Fleur de Lys, Galerie Charlebourg, c'est plus de 6 000 personnes qui ont été rencontrées dans des entrevues individuelles et c'est tout documenté. 73 organismes communautaires, une vingtaine de grands voisins, partenaires institutionnels, de nombreux ministères, de nombreuses organisations comme le RTC et d'autres. Donc, quand on arrive avec un projet qu'on présente comme, mettons, Galerie Charlebourg dernièrement, bien, pour nous, à l'interne, là, c'est la 12e, 13e version du projet qu'on a amélioré avec les commentaires des gens. Donc, c'est pour ça que je te mentionne que c'est sans surprise que le projet a été accueilli très favorablement, que tous les comités de quartier ont appuyé publiquement le projet. Donc, normalement, le zonage des Galeries Charlebourg devrait sortir probablement au dernier conseil de ville avant les vacances en juillet. Et puis, Place des 4 Bourgeois,
6 mois après. Donc, on pense, place des Quatre-Bourgeois, que le zonage devrait sortir aux alentours de septembre-octobre. La consultation publique à Quatre-Bourgeois a été très, très positive également. Là, ce qui est arrivé avec... parce que, tu sais, il est arrivé un drôle d'affaires à Québec. Mais même, je dirais, à Montréal, avec Groupe Sélection, bon, il arrive un paquet d'affaires. On manque de portes. Il rentre plein de monde, comme tu me dis. Donc, on a besoin. Puis là, les gens ne sont pas capables de s'acheter des maisons, surtout les premiers acheteurs, parce que les maisons sont trop chères. Donc, on a besoin de loyers, il y a besoin de portes, ça presse. Il y a les taux d'intérêt qui augmentent. Donc, pour vous autres, d'aller chercher du financement, un bridge, n'importe quoi, c'est déjà beaucoup plus cher que c'était. Donc, ça augmente le coût du projet. Tu avais déjà parlé dans une entrevue de comment ça coûte toute la bureaucratie. C'est à peu près 400-500$ par mois, si je me rappelle ce que tu avais dit, de rajouter au coût de logement. Il arrive l'histoire de UOT. OK, il arrive l'histoire de UOT. Donc, tout le financement, tu sais, je sais que probablement que ta méthode de financement est bien différente, mais pour tous ceux qui sont là-dedans, puis j'en connais, on dit, ben là, quand tu vas voir un privé pour avoir du financement, les gars sont nerveux. C'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a encore des portes qui se bâtissent. Il y a toi, il y a Moffett, je pense qu'il y a Benoît Raymond sur Laurier qui le fait en avant du Cosmos. Il y en a qui ont pris la relève de UOT. Mais tu sais, le timing de UOT, là, il n'est pas bon. Hein? C'est-tu moi qui rêve en disant, il n'est pas bon parce qu'il y a comme, tu sais, du monde qui cherchait à mettre de l'argent quelque part. Et il y avait il y a un projet immobilier, on va investir là-dedans, etc., etc. Ça a-tu été mauvais, ça, ou encore ça a été bon, justement, pour des groupes comme vous autres, ce qui arrive, c'est comme une nouvelle opportunité pour des nouveaux de s'installer? C'est toujours mauvais dans une industrie qu'il y a des gros joueurs qui s'en fâchent comme ça. Tu as mentionné UOT, tu as mentionné Réseau Sélection. Tu comprends que je dois faire attention à ce que je dis parce qu'il y a des procédures en cours dans lesquelles j'ai aucun rapport là-dedans. Là, nous autres, on n'était pas là du tout là-dedans. En cours présentement. Je te dirais que dans les deux cas, ça n'a rien à voir avec le marché immobilier. Dans un des cas, l'argent a servi à toutes sortes de choses par tromperie et mensonge. Puis dans un autre cas, c'est un rythme de vie plus élevé que le chèque de Dubaï. Okay? Ouais. Alors, dans les deux cas, ce n'est pas le marché immobilier qui a fait que ces empires-là se sont enfargés. Ceci étant dit, encore hier, Jeff, je rencontrais un des présidents d'une des 6 grandes banques canadiennes qui est venu à Fleur-de-Lys pour nous visiter, pour qu'on fasse des affaires avec eux autres. Puis une des premières questions a été celle-là. Ben, c'est quoi que what the F is going on in Quebec City? Puis c'est pourquoi que c'est arrivé avec c'est ça que je veux dire. Puis là, ben là, il faut que je prenne mon petit baluchon puis que j'explique que notre marché est bon, que j'explique que nous autres, notre santé financière chez Trudel est excellente parce que ça fait des années qu'on réinvestit dans notre compagnie au lieu de sortir de l'argent et s'acheter toutes sortes de cossins. Que dans Trudel Innovation, qu'il y a les 4 grands projets de développement présentement, Fleur-de-Lys, Galerie Charlebourg, Place des Quatre-Bourgeois, puis l'eau Dorchester, je n'ai pas de partenaire privé. J'en ai déjà eu. J'ai racheté tout le monde au fil du temps. Donc, ma structure financière est super simple. Un coup que j'ai tout expliqué ça, ça désamorce les choses. Mais il faut que je me prenne à toutes les fois qu'à Québec ou à Toronto, un 15 minutes pour expliquer que ça n'a rien à voir qu'avec le marché. Que ça n'a rien à voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette malheureuse histoire-là. Puis c'était prévisible. Ça fait des années que je le sais que ça s'en va là. Puis malheureusement, ceux qui ont mis de l'argent là-dedans, ben ils se sont fait aveugler par quelque chose qui ne se pouvait pas. Non, c'est ça. Regarde, c'est exactement ce que je pensais que c'était, mais ça laisse des traces pareilles, parce que des gens se posent toujours la question, c'est quoi qui se passe? Mais effectivement, tu l'as bien expliqué. Qu'est-ce qui va arriver justement au niveau du financement pour... Est-ce qu'il y a des projets que tu penses qu'il y a des gens qui attendent que... Parce qu'on entend toujours les histoires de taux, là, les taux ont baissé, Ça ne baisse pas aussi vite que tout le monde pensait. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent, ou là, à un moment donné, tu dis, t'as peu, il y a un besoin de porte. Oui, les projets coûtent plus cher à cause du financement, etc., mais on n'a pas le choix, parce que... Puis, ça va faire que l'appartement à 1500, il est peut-être à 1800 par mois, mais il y a tellement besoin que le monde va finalement être obligé de loger quelque part. Donc, est-ce que les projets partent tous comme tu penses, ou il y a beaucoup de projets qui sont sur la marmite en attendant que les taux baissent? Il y a beaucoup de projets qui sont sur la marmite un peu partout au Québec, puis à Québec, effectivement. L'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que nous autres, par exemple, on lance la première phase. Il y a 1 année et demie, on a lancé la première phase de Fleur-de-Lys qu'on va livrer dans même pas 1 an, OK? Mais il a fallu qu'on mette beaucoup plus de mise de fonds que prévu. Beaucoup plus de notre argent est immobilisé dans la première phase que prévu, OK? Correct, on l'avait prévu.
Mais si ça continue trop longtemps, c'est que la 6e ou la 7e phase, dans 2-3 ans, devra être retardée à ce moment-là si on ne réussit pas à ressortir de l'argent de la première phase parce que les taux d'intérêt restent trop élevés. Ouais. Nous, quand on finance des immeubles comme ça, on n'a plus le choix de faire affaire avec la SCHL. Avant ça, la SCHL, on n'allait pas nécessairement là. Tout le monde connaît la SCHL. Beaucoup des gens qui nous écoutent, leur maison, leur condo est assuré par la SCHL. C'est super correct, ça, c'est numéro 1. Mais dans les gros immeubles comme ça, on ne faisait pas vraiment affaire avec la SCHL. On n'avait pas besoin de ça. Puis c'était trop compliqué, puis c'était trop contraignant. Maintenant, vu que les taux d'intérêt ont augmenté, la seule façon de réussir à faire qualifier le prêt, puis ça n'a rien à voir avec la santé financière de l'entreprise, c'est de mettre l'amortissement de l'immeuble sur 50 ans. Et pour mettre l'amortissement de l'immeuble sur 50 ans, les règlements bancaires au Canada prévoient que tu dois être assuré par la SCHL. Alors, si tu n'es pas assuré par la SCHL pour ton immeuble, tu ne peux pas mettre l'amortissement sur 50 ans. Et le tableau Excel, tout simplement, dans le bas de la feuille, ça ne balance pas à cause que les taux d'intérêt sont trop élevés versus le revenu de l'immeuble et tu ne peux pas qualifier ton prêt. Exact. Alors, ça me préoccupe parce que la SCHL est ensevelie de demandes de gros promoteurs comme nous autres partout à travers le Canada, ne l'était pas avant. Donc, il y a un enjeu d'effectif, il y a un enjeu d'expertise, puis il y a un enjeu que la SCHL va posséder toute la puissance financière nécessaire qui est donnée par le gouvernement fédéral pour suivre la cadence. Ouais. C'est quoi le taux? Parce que, tu sais, on dit les taux sont élevés. La vérité, c'est qu'on regarde sur les 50 dernières années, c'est des taux plus normaux qu'anormaux. Le 2 % était anormal. Mais puis je comprends que les taux à 5 % il y a 20 ans, quand l'immobilier était à des valeurs très, très basses, 5 % c'est correct. Quand les valeurs immobilières et les coûts de construction sont très élevés comme ça l'est maintenant, le 5 % il est plus tannant un peu. Mais c'est quoi le taux que tu dis, là, ça va repartir puis qu'on va avoir beaucoup moins de contraintes? C'est quoi? C'est-tu 4? C'est-tu 5? C'est quoi ton taux? Les gros immeubles comme ça, là, c'est basé avec la SCHL et la banque. Dans le cas de Fleur-de-Lys Desjardins, là, c'est le CMB, Canada Market Bond, c'est le CMB 5 ans. Donc, le CMB 5 ans, c'est publié à chaque jour, puis il change à chaque jour, OK? C'est le CMB 5 ans plus un nombre de points que la banque va se garder en profit qui pourrait être aux alentours de 40 points. Donc, le CMB 5 ans plus 40 points égale le taux d'intérêt que tu vas faire qualifier l'immeuble. Présentement, le CMB plus les 40 points ont fait qualifier l'immeuble à peu près à 4,35, 4,40, 4,45, OK? Et c'est très difficile et ça demande énormément de mise de fonds. Idéalement, il faudrait se rapprocher aux alentours de 3,5. La journée qu'on va être capable d'avoir un CMB à 3,10 plus le 0,40 pour le faire qualifier à 3,5, on retombe dans des années où les valves vont rouvrir. L'endroit en bon français où la clutch glisse, c'est 4 écarts. À 4,15, donc le CMB plus 40 égale 4 ou 4,15, la clutch, elle se met à glisser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au-dessus de 4,15, ça te demande beaucoup trop d'argent dans l'immeuble. En bas de 4,15, tu es capable de le faire, mais c'est difficile. Et là, quand on se rapproche de CMB plus 0,40 qui donne 3,5, là, la machine va se mettre à rouvrir partout. OK. Est-ce que, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, parce que les gens, des fois, il y en a qui, la conception de ce milieu-là, c'est pas tout le monde qui comprennent, qui sont à l'aise avec ça. Et ils vont dire, ouais, mais si, mettons, les banques sont trop élevées, il y a peut-être un groupe, un fonds privé, etc., qui va investir. Mais le fonds privé, il veut du rendement aussi. Là. C'est ce que le monde oublie. Puis, en bout de ligne, c'est que, mettons que tu as un fonds privé qui dit, oh, regarde, pas de problème, ça va aller vite, 5,5 %. Puis mais ça, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça fait partie du prix de location. Pour que le projet, tu en as parlé une couple de fois, le projet, quand tu calcules, tu as 1000 appartements à 1500 $, en fonction du coût de construction, puis du financement, puis tout, bien, si je te charge 1500, il faut qu'à la fin, il en reste. Mais c'est ça qui est dur. C'est que tu essaies de tenir ton prix à un prix que le monde est capable de payer pour ta location. C'est ça ton défi. En fait, l'enjeu, c'est la capacité de payer des gens. Puis moi, je vous dirais que les logements sont rendus chers, puis que même nous autres, on essaie de faire du logement abordable, c'est difficile, OK? Puis, trompez-vous pas, là. On fait pas une scène de plus qu'avant parce que le logement est cher, là. C'est pas le propriétaire. C'est ça qu'on entend, là, avec toutes les histoires. C'est le contraire. C'est pas le propriétaire, là. Nous autres, on fait pas plus de marge qu'avant, là. Puis la marge qu'on fait sur des immeubles comme ça, là, c'est minime, hein. C'est minime, la marge qu'on fait, là. C'est que, je l'ai dit tantôt, là, on amortit les immeubles sur 50 ans, là.
Fait que la raison là, pourquoi on finit qu'on est content, semi-content à la fin de l'année, c'est qu'on est un groupe intégré qui contrôle toute notre méthode de A à Z. On fait la conception, la construction, la location, la gestion, puis on fait du volume. Fait que ça finit que ça fait des bons chiffres sur une longue période de temps. Mais c'est certain que les taux d'intérêt assurément se retrouvent dans le coût du logement. Et tu en as parlé tantôt, Jeff. Toutes les taxes scolaires, les taxes municipales, à Fleur-de-Lys, on fait des rues, c'est nous autres qui payons les rues, on les donne à la ville après gratis. La taxe sur les espaces verts, la TPS, la TVQ, la taxe pour l'ascenseur à la Régie du bâtiment, puis la petite musique dans l'ascenseur qui est une taxe à part de la Régie du bâtiment. Mais tout ça, là, quand on fait un melting pot de taxes, on l'a dit, là, nous autres, on a calculé chez Trudel une unité moyenne, tout le monde comprend ça, un 4,5 de 1000 pieds carrés, tout le monde sait c'est quoi, là. Mais les 500 premiers dollars par mois, c'est ça. Pour toujours, pas rien que pour les 6 premiers mois, pour toujours, vont en taxes aux différents paliers de gouvernement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À 501 dollars par mois, j'ai même pas acheté le terrain encore, j'ai pas acheté Place Fleur-de-Lys, puis j'ai pas commencé à construire. Fait que excuse-moi, mais l'histoire du fédéral, la TPS, l'annonce qui a été faite l'année passée. C'est à l'automne. Oui, à l'automne. C'était à l'automne, là. Ouais. Le provincial n'a pas embarqué dans cette affaire-là. Le provincial n'a pas embarqué et une des rares provinces du Canada qui n'a pas embarqué. OK, je ne savais pas. OK. Donc, le premier ministre Trudeau, de ce que vous parlez, les boys, le premier ministre Trudeau a enlevé la TPS sur les immeubles multirésidentiels locatifs neufs au Canada, ce qui est une bonne nouvelle, un pas dans la bonne direction, parce que le logement n'est pas un bien de luxe. Il faut que tu te loges dans la vie, tu n'as pas le choix. Ben oui. Puis il y a certains produits d'alimentation, il y a certains produits pour l'hygiène féminine qui ne sont pas taxés parce que c'est un besoin. Voilà. Moi, j'ai dit aujourd'hui, c'est la même chose pour le logement. Puis là, le monde dit, les propriétaires vont en faire plus. Ben non, les propriétaires vont prendre l'argent, le mettre dans la phase d'après, puis construire plus, puis plus vite. Mais là, le premier ministre Trudeau a demandé à ses homologues, les premiers ministres des autres provinces, de revoir leur méthode de calcul de taxes provinciales sur le logement. Et en 24-48 heures, plusieurs provinces comme l'Ontario, British Columbia et d'autres ont emboîté le pas. L'Alberta, il n'y avait pas, là, pour le dire. Et nous, au Québec, on est la seule province qui n'a pas bougé encore. Le calcul de TVQ, puis j'embarque pas là-dedans parce que c'est trop compliqué, là, n'a pas été revu depuis le début des années 2000. Ça fait plus aucun sens maintenant. Non. Avec les valeurs d'aujourd'hui. Donc, c'est certain que le provincial dit, ça va coûter trop cher d'enlever cette mesure-là. Moi, je vous soumets respectueusement que taxer 100% de quelque chose qui ne se construira jamais parce que c'est trop cher, moi, je l'ai compté de toutes les sortes possibles. C'est pas mal zéro. 100% de zéro, ça a tout le temps fini que ça donne zéro. C'est pas mal zéro tout le temps. À un moment donné, tu avais comme partenaire, puis on finit là-dessus sur ce volet-là, tu avais comme partenaire Pomerleau, je pense, qui te donnait une expertise au niveau construction. Mais là, maintenant, vous êtes à part, puis tu as ta propre équipe. Exactement. Okay. Et j'imagine, tu as tes contremaîtres puis toutes les affaires. Oui. Mais tu as beaucoup de sous-traitants avec qui tu fais affaire. Énormément. Bon. On ne pourrait pas être là sans nos sous-traitants, nous autres, c'est impossible. Est-ce que le coût de construction, parce que c'est le sujet qui est jasé par tout le monde, incluant des chums que j'ai qui sont dans la construction résidentielle, dans le commercial, qui font du multilogement, etc. Tout le monde capote parce qu'il dit OK, là, on sent qu'il y a un plateau, là, il arrête d'augmenter les prix, peut-être un peu, il y en a encore un petit peu, mais ça ne reviendra plus jamais pareil. Puis entre 2020, milieu 2020, donc début COVID, puis aller jusqu'à, mettons, l'année passée, majorité des projets, de ce que je comprends, c'est à peu près 40 de plus. Je suis d'un chiffre? Non, t'es pas mal là-dedans. OK. Comment on va faire? Je veux dire, c'est des coûts de construction qui sont élevés. Tu vis ça tous les jours. Oui. Comment on fait? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bâtir une petite maison résidentielle, je sais que tu n'es pas là-dedans, vous ne développez pas des quartiers, mais ils ont des réalités aussi qui ressemblent aux vôtres. Parce que, mettons que ta porte, elle te coûtait 300 000 à bâtir, elle coûte maintenant 425 000. Tantôt, ça veut dire qu'elle va coûter 500 000. My God, comment est-ce qu'on fait pour suivre la cadence de ça? Il y a plusieurs stratégies. Là, un des effets pervers de ça, on le voit partout à travers le Canada, puis on le voit clairement au Québec. Là, le prix des logements neufs est en forte hausse, là, des 8, 9, 10 % par année l'année passée, puis l'autre d'avant, selon la SCHL. Ça me préoccupe. Là. Puis trompez-vous pas, je le répète, là, nous, là, chez Trudel, on n'est pas content de ça que nos locataires payent plus cher parce qu'on ne fait pas une scène de plus qu'avant, puis ça fait juste que le monde paye plus cher. Là. J'ai zéro fun là-dedans, OK? Mais c'est ça qui est en train d'arriver présentement. L'autre chose que je peux vous dire, c'est que les coûts de construction, présentement, ils sont sous contrôle. Ils ne sont pas revenus comme ils étaient avant la pandémie, mais on n'est plus dans un contexte de se prévoir des 5-10 % d'augmentation. C'est ça que je comprends. Parce qu'un chantier, là, comme on fait présentement à Fleur-de-Lys, 480 logements, ça nous prend de 24 à 30 mois.
Donc, ça veut dire que nous autres, là, à chaque année, il fallait qu'on revoie nos coûts de construction. Quand on planifiait l'immeuble avec un coût de construction majoré pour la 2e année puis la 3e année. Là, maintenant, on est capable de majorer ça d'un pourcentage normal et intelligent. Avant ça, il fallait qu'on majore ça de 5-10 %, puis des fois, on défonçait ces budgets-là. Exact. Là, on n'est plus dans cette situation-là. Une des choses qu'on réussit à s'en sortir présentement, 2 choses, c'est de faire plus de densité sur le même site. Puis, on va prendre un exemple super simple, là. Ça coûte-tu plus cher faire un sac de chips ou faire 1 million de sacs de chips? Bien, c'est sûr que ça coûte plus cher d'en faire rien qu'un que d'avoir une usine qui en fait 1 million. Hein, c'est bien clair. Puis si tu réussis à une usine qui en fait 1 million, tu es capable de vendre tes chips moins cher que lui qui en fait rien qu'un. Ça fait que la densité urbaine n'a pas le choix pour aider à contrôler les coûts du logement. L'autre chose, c'est que pourquoi les coûts augmentent pourquoi le logement augmente comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'offre. Il y a une très forte demande, on en a parlé tantôt, puis c'est tellement une forte demande que ça fait une crise du logement, tellement qu'il y a de la demande, et il n'y a pas d'offre. Pourquoi? Parce que c'est trop long, parce que les zonages prennent 4 ans, parce que les taux d'intérêt sont élevés, parce qu'il y a plein de raisons. Fait que là, c'est sûr qu'on se retrouve dans l'œil de la tempête parfaite, là. Ouais. OK. Hey, pour plus de William Trudel, William est toujours le fun à jaser de Trudel Immeuble. Toujours le fun si vous en voulez plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens d'affaires qui aiment Radio Pirate Live. Ben, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour la version Prime. On parle de F1 et de Indy après pour finir pour les gens sur le live. Radiopirate.com. Radiopirate.com. OK, gros week-end de course pour les 3 séries importantes. Donc, on a, en seulement le matin, on a Monaco, parce que c'est la fin de semaine du Memorial Day Weekend aux États-Unis. Donc, ça veut dire quoi? Monaco, ça veut dire Indianapolis pour le Indy Kart. Non, pas Kart, Indy, excusez. Je suis tombé dans les vieilles histoires. Et le NASCAR, le Coca-Cola 600 à Charlotte. Donc, week-end de course où votre journée est occupée pour quasiment 18 heures de temps. C'est vraiment la plus belle journée de l'année pour les amateurs de course. Bien sûr qu'on parle avec Philippe Brassard de poleposition.ca sur la F1, l'Indy, et etc., etc. Puis également, on va finir par parler qu'est-ce qu'il y a dans le magazine ce mois-ci, parce que poleposition.ca, c'est sur le web pour les nouvelles qui sortent instantanées, mais c'est également une version glacée en kiosque, comme on a toujours eu dans le bon vieux temps. C'est souvent là où on se gâte un peu parce que, d'abord, la qualité du magazine est extraordinaire, les images sont incroyables, des superbes textes aussi. Vraiment, pour les amateurs de course, c'est le fun le web, là, mais d'avoir un magazine, c'est le fun aussi. Philippe, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Ça va très bien, Jeff. On commence par quoi? Là, Monaco, ça... Bon, on a... Hey, avant Monaco, là, le prince allait faire ses commissions le vendredi, puis on avait les essais libres le jeudi. Ça a changé quand, ça? On dirait qu'il y a 2-3 ans, il y a eu un changement. Magazine plus? On dirait qu'il magazine plus. Oui, en fait, c'est que c'était... Pendant longtemps, il faut comprendre, Jeff, que c'est un peu Monaco, l'Automobile Club de Monaco, qui dictait ses règles à la Formule 1. Parce que le prestige de Monaco fait que la Formule 1 avait besoin de Monaco pour son championnat. Et donc, en effet, il fallait faire les essais libres le jeudi. L'histoire du prince qui magasinait, bon, c'était surtout en réalité, il y avait une réalité plus commerciale en arrière de ça, c'est que ça imposait à ce que tout le monde doive loger au moins 4 nuits dans la principauté au lieu de 3. Et vrai. Donc, compte tenu du tarif des hôtels à Monaco, qui sont, comme chacun sait, très démocratiques, ben, ça donnait un petit revenu supplémentaire à Monaco qui en a bien besoin. Oui. Et donc, on était vraiment dans cette situation-là. Et là, la Formule 1 a un peu inversé ce rapport de force en disant, on n'a pas tant que ça besoin de Monaco parce qu'on a énormément de Grands Prix populaires. Donc, c'est à vous adapter. Et juste pour terminer, la petite anecdote de Monaco, c'est que toutes les années où c'était Bernie Ecclestone qui gérait la Formule 1, Monaco payait $0 pour avoir le Grand Prix. On sait par exemple qu'au Canada, c'est 25-30 millions par année. Et dans d'autres pays, on monte jusqu'à 75 millions quand on pense à l'Arabie Saoudite et des pays comme ça. Et Monaco ne payait rien. Et là, finalement, on s'est entendu que Monaco paye aussi pour obtenir la Formule 1. Et aussi, ça incluait le fait qu'on roule désormais dans un horaire standard, donc les essais libres le vendredi. On retient quoi du week-end avec cette piste qui peut avantager des voitures qu'on ne voit pas depuis le début de la saison? Je me rappelle l'année passée, Alpine avait eu un bon week-end.
pendant cette fin de semaine. Parce que c'est une course, c'est une track qui est tellement... où les constructeurs de voitures Formule 1 ne bâtissent pas leur voiture en fonction de la course de Monaco, qui est une piste vraiment hors de l'ordinaire. Et ça provoque souvent des petites surprises. Je n'ai pas regardé les essais libres de ce matin parce qu'on n'a pas arrêté de faire du podcast, mais est-ce que ça pourrait arriver ce week-end qu'on ait une petite surprise ou encore qu'on ait une confirmation que McLaren est vraiment dans les culottes de Red Bull sur une piste comme ça aussi? Alors, pour répondre à ta question concernant McLaren, clairement, McLaren est très, très performant. En fait, depuis le début de la saison, mais ils ont eu souvent des petites malchances dans les premiers Grands Prix que ça ne s'était pas démontré. Mais là, c'est clair que oui, ils sont à très, très bon niveau. Souvenons-nous de la victoire de Lando Norris à Miami. Et il y a une chose, Jeff, qu'il faut souligner, c'est que Monaco est le 4e Grand Prix sur circuit urbain temporaire depuis le début de la saison. Il y en a eu en fait 2 des 3 premiers que ce n'est pas Max Verstappen qui a gagné. Il y a eu Carlos Sainz en Australie et puis Lando Norris à Miami. Donc, je dirais que de ce côté-là, effectivement, Red Bull est peut-être moins fort, mais tout va se jouer vraisemblablement demain en qualification. Si Verstappen va chercher la pole position et a un bon départ dimanche, ça va être extrêmement difficile d'aller le chercher, ça c'est clair. Par contre, on a vu aux essais libres de ce matin, première séance d'essai, c'était Lewis Hamilton en tête. La deuxième séance, c'était encore une fois Ferrari et Mercedes qui étaient très très proches avec McLaren pas loin derrière. Donc, pour Verstappen, c'est peut-être un Grand Prix un peu moins reposant, j'ai envie de dire, que les derniers. Il va devoir travailler en tout cas un peu plus fort, ça c'est clair. Surtout la difficulté de dépasser à Monaco. On peut vite se retrouver dans le trafic de retardataires. Et à ce moment-là, des pilotes à qui on n'arrive pas tout de suite à prendre un tour, les autres en arrière arrivent. Donc, je pense que ce ne sera pas le Grand Prix plus facile pour lui cette année-ci. On voit que Mercedes nous promet des... nouvelles voitures ou des upgrades tellement importants que ça pourrait mettre fin. Mais ils nous disent ça depuis à peu près 2 ans, là, depuis le changement de voiture qu'on connaît là. Donc, c'est à prendre peut-être avec des... Mais il y a vraiment des rumeurs comme de quoi que Mercedes aurait peut-être trouvé quelque chose puis que ce serait sur le bord de l'amener en piste. Est-ce que c'est ça que ça montre ou c'est juste le fait que d'abord, les essais libres, c'est à prendre avec un grain de sel. Puis deuxièmement, vu que cette piste-là est tellement différente qu'il peut y avoir une petite surprise et Mercedes pourrait brouiller les cartes juste cette fin de semaine, mais retomber à la même place qu'ils sont le week-end d'après pour une autre course plus normale. Moi, je pense que c'est vraisemblablement ça, effectivement. D'autant plus que quand on regarde lors des essais libres, tout le monde n'est pas à armes égales. On l'a vu, par exemple, ce matin où Charles Leclerc a fait 20 tours non-stop en pneus durs, en gomme dure, juste pour tester, lui, l'usure de ses pneumatiques en course, pendant que Lewis Hamilton utilisait des gommes tendres pour faire le meilleur chrono. Donc, je dirais que de ce côté-là, il faut faire vraiment très, très attention. Ceux qui basent la hiérarchie de la fin de semaine selon les essais libres, là, c'est clairement pas. Les essais libres, on travaille du côté des équipes. Moi, je crois que dans le cas de Mercedes, malheureusement, tu l'as dit, depuis plus de 2 ans maintenant, c'est la 3e saison, on n'y arrive pas, tout simplement. On va dans beaucoup d'options différentes et on dirait qu'ils ne trouvent pas ce petit quelque chose qui permet justement à la voiture d'aller chercher les derniers centièmes de seconde, comme on le voit, comme McLaren l'a réussi. Et c'est encore plus frustrant pour Mercedes de se dire que McLaren utilise un moteur Mercedes. Oui. Donc, pour eux, c'est vraiment une situation assez compliquée. Ils vont perdre aussi Lewis Hamilton qui s'en va chez Ferrari l'année prochaine. Donc, on est vraiment un peu à la croisée des chemins du côté de l'écurie Mercedes. Je parlais avec quelqu'un qui, juste avant nous, on était avec William Trudel à Québec, qui a été invité par Aston Martin dans les paddocks à Miami. Et il a rencontré, il a jasé avec Lawrence Stroll et tout ça. Et la rumeur qui courait à l'intérieur, parce que lui, il était dans les garages pendant 3 jours, donc très à l'affût de tout ce qui se passait. La rumeur, c'est que, effectivement, ce qu'on entend depuis quelque temps, c'est que Max Verstappen, pas juste relié à l'histoire d'Adrian Newey ou encore de Horner puis son histoire de comportement avec la fille en question, mais ce serait des inquiétudes sur le développement du moteur Ford Red Bull pour 2026. Et c'est ça qui le pousserait peut-être à regarder ailleurs. Ce week-end-là, la rumeur dans le paddock disait qu'il a rencontré Toto Wolff pour une grosse rencontre. Il serait sur le bord de se faire offrir une centaine de millions et plus. Et il y aurait également Aston Martin qui aurait quelque chose pour lui. Qu'est-ce que tu en tires de ces rumeurs-là? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses qu'il va faire comme d'autres font dans certains sports? C'est-à-dire qu'il va être fidèle à son écurie ou il va toujours essayer d'avoir la meilleure voiture et que finalement, en sachant des choses que nous, on ne sait pas, le développement du nouveau moteur 2026 qui va arriver, Verstappen a des infos que nous, on n'a pas et que c'est ça qui le pousserait vers une autre écurie.
Oui, ben, tout à fait. Disons que le nouveau moteur 2026, tout le monde repart un petit peu à zéro. Lorsque, moi j'y crois, je vais te dire pourquoi, Jeff, c'est que la rumeur Verstappen-Aston Martin, il n'y aurait eu aucun intérêt pour Max Verstappen de regarder du côté d'Aston Martin dans la situation actuelle de l'écurie. Mais en 2026, Aston Martin aura le moteur Honda. Ça, c'est quelque chose avec lequel Max Verstappen est très sensible parce que lui, il a une excellente relation avec les gens de Honda. On a bien beau dire qu'aujourd'hui, le moteur Honda, il est développé surtout par Red Bull, leur unité. Mais c'est encore l'équipe de Honda. Là. C'est encore l'équipe de Honda qui est là. C'est encore Honda. Et de toute façon, même le nom Honda est revenu cette année-ci sur la voiture. Donc, je pense que ça, du côté de Verstappen, lui, il voit une chose, c'est qu'avec Honda, avec l'argent d'Aston Martin, c'est une option qui va devenir intéressante. Donc, c'est vrai que ce ne sera plus l'écurie Aston Martin telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui a des hauts, des bas, dépendamment des Grands Prix et des saisons. Maintenant, dans le cadre de Mercedes, il sait très bien aussi Max Verstappen que Mercedes va, en repartant de zéro, ont déjà probablement beaucoup plus travaillé que d'autres. Parce que le paradoxe, c'est qu'une écurie qui voit que sa saison va être ratée, elle va tout de suite travailler sur les prochaines voitures de l'année suivante et ainsi de suite. Alors que dans le cas de Red Bull, cette année-ci notamment, on doit quand même continuer à développer la voiture 2024 parce qu'on voit la menace de McLaren et d'autres. Donc, Verstappen, il est sensible à ça. Il voit qu'il y a l'option Mercedes, l'option Honda via Aston Martin, et puis il y a l'option Red Bull. Quand on dit qu'il ne croit pas tellement au moteur Ford, il faut souligner une chose, Jeff, c'est que le moteur Ford, en réalité, il va être développé et créé de la même manière que le moteur Honda aujourd'hui, c'est-à-dire par l'unité Red Bull Performance Technology, le fameux RBPT qu'on voit après le nom Honda, là, sous le nom des moteurs. Donc, somme toute, c'est la même équipe technique, la même équipe technologique qui va développer le moteur Ford que celle qui développe le moteur Honda pour l'instant. Donc ça, moi, je ne suis pas inquiet du moteur Ford, de sa compétitivité, mais je crois que dans le cas de Verstappen, lui, il voit vraiment l'intérêt de Honda et le retour de Mercedes avec ces deux options-là. On s'en va aux États-Unis, c'est le gros week-end, une de mes courses préférées. Je ne suis pas tellement la série Indy. J'ai déjà été vraiment un amateur de série kart, surtout quand l'écurie Players y était. Les gouvernements ont tout fait pour briser ces investissements-là majeurs avec les histoires d'enlever la publicité. Donc, on sait ce qu'il y en est. On n'a quasiment plus de Québécois en course dans ces grandes séries-là parce que, justement, l'argent n'y est plus. Mais pour toutes sortes de raisons, à un moment donné, on manque de temps. Mais cette course-là est toujours une bonne course. C'est toujours une course où il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de... C'est une course, c'est une piste mythique, un ovale, pas facile à piloter pour un après-midi au complet avec des coins qui sont capricieux, des journées qui peuvent être venteuses, etc. C'est une très belle course. 400 000 personnes réunies. Tu t'attends à quoi comme spectacle en fin de semaine pour les 500 000 d'Indianapolis? Toujours un grand spectacle parce que c'est vrai qu'Indianapolis, c'est un circuit mythique. On parle toujours de Monaco, on parle des 24 heures du Mans, mais un peu à l'image justement du Mans, c'est un circuit aussi qui reste dangereux quand bien même on fait des grosses améliorations sur la sécurité. C'est certain que frapper un mur à 360 km/h, c'est dangereux. Je pense que Indianapolis, c'est toujours une course à surprise. C'est toujours une course passionnante. Quand on voit des pilotes se battre pratiquement roue contre roue, comme je disais, à plus de 300 km/h, c'est la catastrophe, elle est très, très proche tout le temps. Donc, c'est vraiment des très, très grands pilotes qui réussissent ça. Présentement, cette édition 2024, Jeff, bien, elle se dessine comme peut-être une domination Penske parce que les trois voitures de l'écurie de Roger Penske ont monopolisé la première ligne de départ avec le Néo-Zélandais Scott McLaughlin et puis les anciens vainqueurs Will Power et Joseph Newgarden qui vont partir à ses côtés. Mais c'est certain, quand les qualifications et la course, il peut se passer plein de choses. Chose certaine, c'est qu'en IndyCar cette année-ci, c'est encore une fois, je pense, les trois grandes équipes qu'on va retrouver aux avant-postes, c'est-à-dire Penske, l'équipe de Michael Andretti et puis aussi l'équipe de Chip Ganassi. Je crois que normalement, les vainqueurs vont être dans une de ces voitures-là. Ceci dit, je veux juste revenir, lorsque tu parlais de pilotes québécois qui ne sont plus là, il n'y a même pas de pilotes canadiens cette année-ci au Indy 500. C'est là qu'on voit justement tout ce travail qui était fait par des grosses filières, des gros commanditaires, qui a été détruit par des lois anti-tabac qui n'ont strictement rien apporté au niveau de la santé publique, mais qui ont fait en sorte que il y a plein de monde qui a perdu son travail dans le domaine de la commandite. Moi, je peux juste donner mon exemple. Depuis l'âge de 5-6 ans, j'ai joué avec des petites autos qu'il y avait plein de noms de marques de tabac dessus. Ça ne m'a jamais donné le goût de fumer pour autant. Ben oui, mais on le savait quand il a passé cette loi-là. Moi, je me rappelle, je parlais de cette loi-là. On parle de quoi, début des années 2000 ou à peu près. Et on savait que ça allait faire ça. Puis que, regarde, le pire, c'est qu'on ne savait pas que le vapotage allait arriver. Puis que, d'abord, moi, je pensais, enlevons le vapotage. J'étais certain que le tabac n'allait pas baisser avec cette loi stupide-là. Et là, aujourd'hui, on a plus de gens qui fument que depuis, 30 ans, 35 ans ou à peu près. Le vapotage a aidé là-dedans. Puis finalement, ça n'a rien donné, mais ça l'a carrément tué. Puis on avait...
on a un bassin de pilotes. Les Québécois ont un ADN de pilote automobile, puis ça a été brisé par ça, puis c'est très, très dommage. Très dommageable. On n'a plus de Patrick Carpentier, on n'a plus de... il nous en manque. On pourra nommer Jacques qui a gagné en 95, justement, les 500 000 d'Indianapolis. Je sais qu'il y en a qui vont dire, bon, Jacques, c'est une autre histoire, mais quand même, il était dans l'écurie, dans la filiale Players. C'est ça qui a fait qu'il a signé par après chez Williams en 96. C'est son championnat de la saison, c'est 500 000 d'Indianapolis, la vice-champion en 94 également. Et tout ça était avec l'écurie de M. Green, je pense, à l'époque, qui était commandité par Players. NASCAR Canada, parle-nous un peu... Mais on parlait justement de pilotes qui n'ont pas eu leur chance à cause de l'arrêt de cette filière-là. Eh bien, justement, le vainqueur de la première course de la saison de NASCAR Canada 2024, c'est Marc-Antoine Camiran. C'est un exemple justement de pilote québécois hyper talentueux qui n'a pas pu continuer une carrière en monoplace. Il a fait beaucoup de courses d'endurance, de touring car. Là, il s'est retrouvé avec un volant à temps plein et un très bon volant depuis quelques saisons dans la série NASCAR Canada. Il a remporté la première course. J'y étais sur le circuit de Mosport en Ontario. Course très passionnante, très, très beau week-end. On avait une température magnifique toute la fin de semaine. Et ça a été vraiment de très belles courses dans toutes les catégories d'ailleurs parce que c'était le début de saison des compétitions de circuit routier canadiens. Donc il y avait la Coupe Nissan Sentra, il y avait de la Formule 1600, il y avait des voitures GT et tout ça. Donc vraiment un très très bel événement. Et voilà, victoire donc de Marc-Antoine Camiran. Louis-Philippe Dumoulin a fini 3e de cette course-là. Donc lui aussi aurait pu gagner. Là encore, on va les voir au Grand Prix de Trois-Rivières. Ne manquez pas ça. Moi je dis toujours, il y a le Grand Prix du Canada, mais quand on est passionné de sport automobile, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières qu'il faut aussi aller voir parce que vraiment là, les paddocks sont ouverts à tout le monde. On peut vraiment accéder, parler aux pilotes. C'est une très très belle ambiance. Et justement, tous ces pilotes québécois de grand talent, on les retrouve dans ces séries-là aujourd'hui. Et si le programme Players avait continué, s'il n'y avait pas eu cette loi-là, les pilotes que tu viens de mentionner seraient probablement passés par les grandes ligues qu'on connaît. Puis, who knows? Peut-être qu'on aurait même pu finir carrément en F1. Dans le cas de Camiran, c'est un talent exceptionnel. Je veux dire, c'est juste dommage que dans la fenêtre où lui était tout jeune puis qu'on voyait qu'il était sur le point d'exploser, c'est là où est arrivé ces coupures de budget-là. C'est vraiment, vraiment triste. Qu'est-ce qu'il y a dans le magazine ce mois-ci, Philippe? Ben, le magazine, on avait évidemment toujours dans l'édition qui est présentement en kiosque la présentation de la saison de Formule 1, présentation du Grand Prix du Canada aussi. Beaucoup d'informations sur les rallyes, l'endurance. On revenait notamment avec des rencontres de pilotes aussi. Puis aussi, je veux souligner, Jeff, dans l'édition qui s'en vient, on va justement présenter le Grand Prix de Trois-Rivières, puis les rallyes Baie des Chaleurs et Défi Petite Nation. Donc pour les gens qui aiment les compétitions de rallye, on va présenter ces deux grands événements-là. En plus donc du Grand Prix de Trois-Rivières, puis toute une série d'actualités aussi. Donc ça, c'est l'édition passée, mais aussi l'édition qui s'en vient du magazine Pole Position. Poleposition.ca pour avoir les nouvelles du week-end avec toutes les courses qui se passent en ce moment. Si vous voulez avoir l'édition glacée, donc l'édition magazine, bien sûr, dans votre tabagie préférée, tout est là. Philippe Brassard, toujours un plaisir de se parler. D'ailleurs, l'édition papier s'est rendue la seule édition imprimée au Canada. Oh, pour la course, c'est-tu pour la course automobile ou la F1? Oui. La course automobile en général, effectivement, on est rendu le seul magazine. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est quasiment pas une bonne nouvelle parce que je voudrais qu'il y en ait 25 des magazines de course automobile au Canada. Je trouve que ce serait le fun. Mais effectivement, il existait une revue en Ontario qui ont décidé de faire juste un site web et donc d'abandonner l'aspect magazine. Fait que oui, on est le seul magazine canadien de sport automobile pour le position. Ben, ça prouve que vous êtes bon. C'est ça que ça prouve. Donc, on essaye. C'est la passion. Oui. Félicitations, Phil. Bon week-end. Puis toujours un plaisir de te parler. Les amateurs de Formule 1, il y en a plein qui sont des pirates, donc toujours un plaisir. Hey, Jerry, bon week-end, mon ami. Toi aussi. Mr. White, bon week-end. Les pirates, bon week-end. Autant sur le live que sur le Prime. On est parti. Bye-bye. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com